Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels. On décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture. Pour ce numéro 96, nous allons fêter un anniversaire, celui d'une console portable de Nintendo qui s'appelle Oreo Game Boy. Et pour ce faire, deux invités revenus tout droit du Stunfest. Antistar, bonjour. Bonjour. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. T'as passé un bon week-end? Merci beaucoup. Ouais, c'était très très cool. Je suis assez crevé, faut dire ce qu'il y a. Tu arrives juste du train là. C'est la fin de mon marathon. Ah ouais, non, je suis arrivé il y a une demi-heure à tout casser, donc voilà. Très bien. Très bien timé. Tu es spécialiste fan Nintendo, rétro gaming. Ouais, voilà, c'est ça. De toute façon, j'anime une émission qui s'appelle Nintendo Fan sur JVTV, la web TV de Télécom. Donc forcément, ça colle bien à mon image. Hein. C'est un terme qui me résume assez bien. Donc effectivement, voilà, spécialiste et gros fan et gros collectionneur aussi. Et aussi, tu as un site antistar.fr. Exactement. Tu parles de toutes les choses qui te plaisent à propos du jeu vidéo. Je fais des critiques en fait des derniers jeux auxquels j'ai testé, des critiques en général assez larges, hein, plus au format chronique que vraiment test classique condensé. Soit les derniers jeux que j'ai joués, soit parfois je reviens sur des jeux dont je veux parler, que j'ai connus il y a longtemps. J'avais fait ça notamment sur Link's Awakening, hein, qui est un jeu sur lequel on reviendra, j'imagine, durant cette probablement. émission. Ouais. Et je conseille l'article sur les musiques de Breath of the Wild sur ton site, qui est le seul que je n'ai pas rédigé. Je le conseille quand même. Très bien. En face, nous avons Guillaume Jette, bonjour. Bonjour. Alors toi, tu es fan de Nintendo aussi et d'Apple, j'ai cru comprendre. Alors je suis spécialiste du monde Apple. Enfin, je suis consultant à Apple. Je travaille pas pour Apple, mais je suis indépendant. D'accord. Et je travaille essentiellement dans le monde de l'entreprise. J'anime une conférence cette semaine, par exemple, avec des spécialistes Apple pendant 2 jours au Grand Rex. Donc c'était plutôt sympa. D'accord. Et puis donc à côté, fan de Nintendo depuis. Et je crois que tu as la réponse à la question. Mais on en parlera plus tard. J'ai la réponse à la question. On en parlera plus tard. Et vous avez un podcast tous les deux, non? Exactement. On anime un podcast qui s'appelle Plombier et Champignons depuis. Qui reprend quoi du coup? Ça parle de plombier de champignons. Exactement. D'accord, très bien. C'est-à-dire le plombier dédié à Super Mario et son univers depuis les tout premiers sur Famicom jusqu'à la Nintendo Switch. Très bien. À laquelle nous ne sommes pas encore arrivés parce que forcément le podcast est en cours. Donc écoutez pour la suite, très bien. Nos deux chroniqueurs maison, je vais commencer par Titouan. Salut Titouan. Salut. Tu es content d'être là, j'imagine? Je suis très content d'être ici pour parler. Et on a ta Game Boy quelque part en plateau. Oui. Et tu vas nous parler aussi de Dead Don't Die. Tout à fait, que j'ai vu vendredi soir. D'accord. Que j'ai apprécié. On aura ton avis. En face, intervention rare mais riche. PJ. Bonjour PJ. Bonjour Karel. Ah pardon, excusez-moi. D'habitude tu es dans l'autre pièce à côté. Exactement. Mais là tu as décidé d'abandonner la réalisation parce que tu voulais vraiment nous parler du sujet du jour. Ouais, j'adore le Virtual Boy. Je suis super fan. Et le ou la Virtual Boy. Ah, on verra aussi plus tard, je pense. Et tu pas poser des questions. Tu vas aussi nous parler d'un jeu mystère. Voilà, un jeu mystère. D'accord. Restez stay tuned. D'accord, attention, très surprise. bien. Teaser, mystère. Bonjour sur Twitch, Dracojo, Petit Pain, The Mania, Kiné des Loots, Sœur d'un Geek. Bref, merci à vous d'être là. On lit vos réactions, n'hésitez pas. Coucou Cédric. Non, avant donc les critiques et le débat, c'est bien sûr l'heure des news. C'est super fort. Alors, aujourd'hui, on a décidé de vous parler de 2 sujets un peu plus globaux que d'habitude. On va commencer d'ailleurs avec toi, PJ. Tu vas nous faire un point sur le 3 parce que Netflix sera là et du coup, on a décidé peut-être. C'est un peu le bazar le 3 cette année, donc on va faire un point avec toi. Donc, qu'en est-il? Quels sont les derniers Exactement. Déjà, je vais plutôt commencer par citer ceux qui seront là. Parce que autant commencer par là. Donc déjà on a d'annoncer, on a Microsoft, de toute façon ça c'est classique, Bethesda, Devolver. Il y aura aussi 2 conférences, une VR et une PC. Ainsi que, alors ça je trouvais ça assez original aussi, une conférence tenue par Kinda Funny Games. Qu'est-ce que c'est? Alors de mes recherches, je ne connaissais pas du tout ce nom, je pensais que c'était un petit studio, mais pas du tout en fait, c'est une grosse chaîne YouTube américaine que je ne connaissais absolument pas, qui apparemment va faire aussi une conférence. Donc de là après à extrapoler sur YouTube et l'E3 tout ça. Ils ont un peu dit ce qu'ils allaient. J'ai pas spécialement trouvé d'informations là-dessus. D'accord. Peut-être que. Vous saviez, vous avez entendu. C'est la première conférence, surtout qui est pas tenue par un éditeur de jeux vidéo ou un constructeur ou en fait un acteur classique du jeu vidéo en tout cas. C'est pas comment dire quelqu'un qui produit des jeux vidéo. Exactement. Donc ça change. Exactement. Et justement pour rejoindre ça, alors aussi derrière on aura aussi Square, on aura Nintendo qui fera son Nintendo Direct et on aura donc un nouvel arrivant de T'as pas cité Netflix. Ubisoft. Hein? T'as pas cité
cité Ubisoft. Si, j'ai du Ubisoft. J'ai oublié Ubisoft. Ah, excusez-moi, j'ai oublié Ubisoft. ouais. Et bah oui, non, C'est ça, pardon. le nouvel intervenant, c'est Ubisoft. Non, effectivement, Ubisoft, excusez-moi. Et nous avons aussi donc Netflix qui débarque. Oh. Et ouais, parce que donc déjà avec de nombreuses adaptations prévues, déjà avec des adaptations de jeux vidéo qui ont eu lieu sur Netflix, que ce soit Castlevania par exemple, ou même le jeu de Stranger Things qui est en cours de développement. Aussi, ou les Bandersnatch, ou les séries interactives qu'ils ont pu sortir, Man vs Wild, ou même le Chapeauté. On peut sentir effectivement un rapprochement entre le médium audiovisuel vu par Netflix, mais le jeu vidéo aussi, le côté interactif. Donc moi, ma grande question maintenant sur cette E3, c'est est-ce que cette E3 va-t-il rester vraiment est-ce que là, il n'est pas en train de s'ouvrir justement à d'autres formes de jeux vidéo entre guillemets, et justement l'arrivée de Netflix et de Kind of Funny Game n'était pas en train de Mais si on s'arrête un petit peu sur Netflix, est-ce que vous pensez que Netflix peut devenir un acteur du jeu vidéo? Est-ce que ça fait partie de leur volonté, Guillaume? Je vois pas ça aujourd'hui. Maintenant, après, la question c'est est-ce qu'ils veulent aller effectivement au-delà de ça? Maintenant, on a vu que ça va déjà dans le sens un peu dans cette direction côté Google, puisque ils essaient de pousser l'intégration entre YouTube, leur prochain service de streaming. Comment c'est déjà? Stadia, c'est bien ça. Je vais pas dire de bêtises. On sent que il y a une convergence de ce côté-là. Forcément, tous vont aller chercher un petit peu à aller faire du multimédia et à chercher un petit peu à élargir leur cible de base pour amener sur différents terrains. Ça me surprend pas plus que ça en fait. D'accord. Mais effectivement, on est un peu sur une espèce de transition au niveau de l'histoire de l'E3, parce qu'on a quand même un acteur historique qui était là depuis le début, qui est Sony avec PlayStation, qui est absent cette année. Oui. Mais après, il y a un truc qu'il faut pas oublier avec l'E3, c'est que l'E3 est considéré comme donc le plus grand salon du jeu vidéo du monde. Pourtant, la dénomination de l'E3, ça veut quand même dire Electronic Entertainment Expo, ce qui n'est pas spécialement dédié aux jeux vidéo. Non, évidemment. En fait, ça peut vouloir dire plein de choses, donc c'est pas étonnant qu'on ait des acteurs qui ne sont pas forcément là pour produire du jeu vidéo classique comme on l'entend, qui est leur propre conférence à l'E3. C'est quelque chose qui finalement se diversifie peut-être enfin. Et pourquoi pas hein. Moi je me demande si c'est pas du coup du fait de nombreux absents qui se sont sentis obligés de diversifier pour remplir en fait les cases manquantes et du coup permettre à des youtubeurs déjà, donc c'est vraiment la première fois de pouvoir s'exprimer sur le sujet. Moi j'ai vraiment hâte de voir en quoi ça va. Qu'est-ce qu'ils vont apporter en fait sur la chose, parce que ce serait que normalement l'E3 t'y vas pour avoir des nouveautés et pour savoir ce qui va sortir récemment. Qu'est-ce que eux vont bien pouvoir apporter au salon cette année? Mais est-ce que... Non, PJ. Oui, non, pardon. Enfin, en fait, j'allais dire, effectivement, autant j'ai oublié Ubisoft, mais ils seront bien, autant Sony non plus n'y sera pas là, n'y sera pas cette année. Et puis ils sont pas là du tout, c'est-à-dire que c'est pas ça. Juste, ils font pas de conférence, mais comme Nintendo, ils sont présents pour compter sur le jeu, ils sont pas là du tout. Et je crois que t'as Activision qui a annoncé qu'ils seraient pas là non plus. Effectivement, Activision n'est pas là. Electronic Arts non plus. Voilà, ils tiennent pas de conf, mais Electronic Arts fait pas d'EA Play. Je ne sais pas. Ils auront pas de ce que j'ai vu pour l'instant dans les annoncements du moins. Mais en fait, la question, c'est est-ce que le cycle de communication sur les annonces n'est-il pas ce qu'a fait Nintendo depuis des années avec des Nintendo Direct, puisque maintenant Sony fait la même chose. Est-ce que si Sony n'a pas court-circuité l'E3 en annonçant la PS5 il y a quelques semaines? Alors, ils l'ont pas annoncé, hein, attention. C'est pas une annonce de la PS5. En annonçant une nouvelle console, enfin, en annonçant la suite. Voilà. Du coup, ils ont clairement laissé comprendre que le futur de la PS4 était là, ils ont laissé entrevoir tout un tas de specs, mais après ils feront très certainement un event à eux, clairement, pour l'annoncer. Faut pas oublier que Nintendo avait quand même bien centralisé l'attention quand ils avaient annoncé la Switch à leur façon, avec un Nintendo Direct spécial qui était vraiment, mais en plus il était éclair, hein, il avait duré 5 minutes à tout casser pour dire voilà, notre console s'appellera la Nintendo Switch, on vous montre un petit peu comment ça se fait avec les machins qui se clippent, on savait même pas qu'à l'époque ça s'appellerait les Joy-Con. Et après débrouillez-vous avec ça. Hein, voilà. Et puis après par contre il y a eu le vrai gros stream d'1h30 qui est, je m'en rappelle parce que c'était à 5h du mat en France, qui donc là nous présentait vraiment la console. Et surtout c'était arrivé très peu de temps finalement dans la console, avant le lancement de la console. Moins de 2 mois avant. C'était le 13 janvier et la console sortait le 3 mars. C'était vraiment la communication était. De toute façon, Nintendo, ils ont une communication à part. Ça, ils ont décidé de faire les choses à leur façon et voilà. Mais finalement, ça la dessert pas. Donc, du coup, vu que Nintendo l'a fait et que ça marche bien, peut-être que tout le monde va avoir la même idée et que au final, personne va retourner à l'E3 les années suivantes pour pouvoir faire chacun son petit truc de son côté. Le problème, c'est que c'est compliqué les grands salons. Bon, là, j'ai parlé d'une marque que je connais, donc il y a Apple. Eux, pendant des années, ils avaient leur conférence et en fait, le problème, ils disaient, c'est qu'ils pouvaient pas ils devaient annoncer des nouveautés en fonction de chaque conférence et du coup ça imposait un rythme qui n'était pas forcément le rythme eux de leur production derrière. Donc c'est très compliqué et ça coûte très cher de faire des conférences, donc du coup finalement est-ce que ça impacte réellement le résultat final, les ventes finales, ce genre de grandes confs très coûteuses où finalement on n'annonce peut-être pas forcément de grandes choses. Enfin, Microsoft qui met des millions dans ses conférences pour annoncer finalement pas forcément d'exclus mondial,
d'exclus mondial ou quoi que ce soit, au final c'est le ratio coût-intérêt final était pas si évident que ça quoi. Après ils ont les moyens aussi. Hein. Non mais ils ont les moyens, mais est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça? C'est la question. Cette année, en termes de communication aujourd'hui internet et partout, est-ce que si c'est intéressant que ça, c'est une question qu'il faut se poser. C'est une année peut-être charnière alors pour le 3 pour la forme du salon telle qu'elle existe aujourd'hui. Cette année par contre Microsoft ils ont effectivement tout intérêt à le faire parce qu'on sait qu'ils sont au tournant, que leur nouvelle génération est annoncée, qu'ils ont racheté plein de studios, qu'ils ont beaucoup d'annonces à faire et ils ont un boulevard devant eux au moins sur cette E3. Ça veut pas dire que même si, pour employer la bonne vieille formule, ils ont gagné l'E3, ils auront quand même effectivement une énorme, toute l'attention sera autour d'eux, ce qui n'aurait jamais arrivé à ce point-là. Le problème c'est que si effectivement ils se foirent, ils vont vraiment passer pour des cons, mais je pense qu'ils ont beaucoup de choses à montrer. De toute façon on en avait déjà parlé, notamment sur jeuxvideo.com, des potentiels 2 modèles de consoles qui devraient normalement annoncer à l'E3. Eux, c'est clair et net que cette année, ils en ont besoin parce qu'ils ont loupé la gêne précédente. Ils sont par contre, je pense, un peu en avance par rapport à Sony sur la préparation de la gêne suivante. On l'a vu avec le Xbox Game Pass notamment. Leur projet aussi vis-à-vis du cloud. Donc oui, eux, ils ont tout intérêt. On suivra ça, c'est intéressant, et on va rester chez Microsoft puisqu'il me semble titouant qu'une annonce a ébranlé les internets en fin de semaine, notre annonce d'un partenariat entre Sony et Microsoft. Et c'est vrai, cette semaine, Sony et Microsoft ont annoncé avoir signé un partenariat. Pour l'instant, pas d'infos sur une PS Box ou une X-Station, n'est-ce pas? Les deux firmes travailleront principalement sur du cloud gaming, comme tu disais juste avant, notamment le projet Microsoft Azure. C'est un cloud qui permet notamment de faire du streaming pour la partie Sony d'ailleurs, et du coup c'est un traité gagnant-gagnant pour les deux multinationales parce que Microsoft fait quand même un quart de son chiffre d'affaires grâce au cloud et principalement en concurrence avec Amazon. Se rapprocher de Sony pourrait du coup être une bonne solution pour écraser la concurrence, et n'oublions pas en plus que Microsoft s'est rapproché de Nintendo. Est-ce que du coup ce serait pas la fin de la guerre des consoles? La frontière est de plus en plus poreuse entre les 3 grands constructeurs, et la question aussi qui se pose, c'est est-ce que Microsoft, dans son pas Xbox mais Microsoft, qui est son concurrent, est-ce que c'est Sony ou est-ce que c'est les GAFA? Est-ce que c'est Google ou Apple? C'est Google, Amazon, bien sûr. Parce que, comme on dit, on est passé plus d'une guerre des consoles à une guerre des services depuis quelques temps. Et la notion de guerre des consoles, on le voit très bien, justement. Sony ne se présente plus à l'E3. Nintendo ne fait plus de conférences depuis longtemps. Bon, ça, ils étaient un peu dans leur bulle, mais on l'avait vu. Nintendo n'est même plus un concurrent officiellement en termes de hardware de Sony et de Microsoft. Effectivement. Et on est dans une situation où, de toute façon, les services qui sont proposés, effectivement, sont ce sur quoi les constructeurs vont se baser pour essayer de faire le distinguo, de faire la différence, de dire, voilà, nous, on propose ça. Et plus forcément, en fait, juste un catalogue de jeux. D'ailleurs, la preuve, c'est que Microsoft s'en fout un peu. Certes, ils ont racheté plein de studios, mais pour l'instant, on n'a toujours pas quand même l'ombre d'une ludothèque exclusive Xbox qui ferait vendre la marque Xbox. Et t'as pas l'impression que c'est ce vers quoi ils se dirigent. De toute façon, c'est pas ce qu'ils cherchent. La preuve, tu vois un rapprochement annoncé avec Nintendo. Bon, là, t'en vois un avec Sony, mais il est pas, pour le coup, il est pas sur les jeux, il est pas sur les licences. Mais tu sens bien que Microsoft, ils ont bien compris qu'ils s'imposeront pas en tant que on est Xbox, on a plein de licences à nous que vous n'aurez pas ailleurs. Ils savent que PlayStation de ce côté-là a une force de frappe monumentale depuis de longues années, que Nintendo ils ont leur jeu à part. De toute façon, Nintendo, tant qu'ils ont Mario et Zelda, on pourra jamais les battre. Ils savent que c'est pas sur ce terrain-là que de toute façon qu'ils viendront leader du marché. Mais par contre, ils ont beaucoup d'autres activités à côté sur lesquelles ils sont en avance sur Sony et Nintendo. Donc oui, effectivement, c'est logique, c'est légitime. Ils ont plein d'autres marchés, Microsoft. De toute façon, le jeu vidéo, c'est pas comme si c'était leur marché principal, contrairement à Nintendo. Le marché principal de Microsoft, ça reste l'entreprise. De toute façon, c'est pour ça, ils ont essayé de rentrer dans le marché du jeu vidéo un peu à coup de forceps, je dirais. Mais leur marché principal a toujours été l'entreprise. Et de toute façon, aujourd'hui, ce qui leur apporte de l'argent, c'est Office 365 et les licences Azure AD, etc. Donc, les licences Azure. Donc c'est là où ils vont faire leur beurre. Et de toute façon, le partenariat avec Sony, c'est surtout cette partie-là de stockage, de gestion de services derrière, sur lequel ils vont finalement gagner de l'argent facilement. Donc c'est très bien pour eux. Ils vont gagner de l'argent que l'on vend, qui vendent une Xbox ou une PS quelque chose dans le futur. Ils gagneront de l'argent. Donc c'est très. Oui, et puis proposer un service de cloud en plus, tu ne vends pas de physique, t'as pas besoin d'apporter de coûts et de vendre quelque chose. On le voit pas, le physique est toujours là. C'est le serveur qui vend juste un service. Tu vends un service, voilà. Mais du côté Sony, l'intérêt, du coup, ce serait parce qu'on voit bien chez Microsoft le coût.
justement. Le C'est coût. Et avoir peut-être des meilleures infrastructures de serveurs. Est-ce que Ils en ont Sony. bien besoin d'ailleurs. Pas forcément, parce qu'en fait, après, s'ils étaient allés, par exemple, du côté d'Amazon, Amazon a des infrastructures qui sont aussi performantes, si en plus que les Microsoft, et Amazon aujourd'hui est beaucoup plus gros que Microsoft en termes d'infra côté cloud. Donc le choix est. Ouais, mais après, pour Sony, pouvoir se rallier à Microsoft par rapport justement au fait que. Du côté développement de jeux et édition, c'est plus intéressant pour eux de se rallier plutôt à l'ennemi qu'aller vers Amazon qui, eux, ne proposent pas de jeux vidéo en tant que tel. Et du coup, comme ça, ils peuvent avoir un partenariat et c'est vraiment, voilà, c'est chacun fait son truc dans lequel il est le meilleur et tout le monde est gagnant en ressortant. Mais pourtant, Sony, ils avaient misé sur le cloud déjà depuis un certain temps, parce qu'ils avaient racheté en 2012 Gaikai, mais alors ça marche pas très bien. Sony, le PS Now, c'est pas encore ça. Le PS Now, ça fait des années que ça rame, que ça ne décolle pas. Donc ils sont pas prêts pour le tournant, quoi. Ce que je trouve dingue surtout, c'est qu'entre-temps, t'as Microsoft qui, dès son coup d'essai, a totalement transformé le truc avec le Game Pass, qui est vraiment une super offre. Alors, ça permet un peu de truquer un peu le nombre de joueurs qui jouent à un jeu, c'est-à-dire qu'ils ont dit par exemple que Sea of Thieves avait été joué par je sais plus combien de millions de personnes, mais quand Sea of Thieves est sorti, il y avait une offre à 1€ le Game Pass pour un mois pour tout le monde au moment où Sea of Thieves sortait, donc c'était très facile que tout le monde jouait à Sea of Thieves. Cela dit, t'as quand même eu beaucoup de joueurs actifs après, c'est un jeu qui s'est bonifié avec le temps, mais c'est une offre vraiment super bien aujourd'hui quand t'as pas forcément envie de stocker tes jeux, que t'as une bonne connexion, parce qu'en plus c'est pas un service de cloud, hein, le Game Pass, c'est vraiment littéralement c'est comme le PlayStation Plus ou le Xbox Live Gold qui lui se casse la gueule à côté parce qu'il sert plus à rien. Tu télécharges tes jeux, tu les as gratuitement pendant le temps où t'es abonné, et c'est vrai que bon, c'est pas un abonnement qui est méga coûteux, et en plus ils vont fusionner plus ou moins le Gold et le Game Pass avec la nouvelle offre qui va arriver. Oui, tout à fait. C'est Cédric nous dit sur le chat qu'après Nintendo, Sega dans les années 2000, plus aucun rapprochement ne pourra l'étonner. Oui, j'allais le dire, oui. Moi, de toute façon, plus rien ne m'étonne depuis le jour où au Japon on a eu un jeu Crash Bandicoot sur une console Nintendo édité par Sega. Depuis ce jour-là, moi je me dis c'est bon, on est prêt à tout. Complètement. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur cette question, sur jeuxvideo.com, Epion a fait un très bon papier, une très longue vidéo qui explique très bien tous les enjeux. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à y aller. Et c'est tout pour le point news. On va doucement remonter dans le temps. On va aller en 1989. Parce que c'est l'année de sortie d'une console dont on va parler plus tard. Et on va s'écouter le hit de l'année 1989, c'est La Lambada. De retour sur Hyperlink après cette pause musicale. Non, ce n'était pas la musique de Tetris pendant 5 minutes, Cédric. Je suis désolé de t'avoir déçu. J'espère que vous allez toujours bien, messieurs. Ça va toujours très bien. Voilà, le segment critique arrive, vous êtes prêts. Titouan, tu vas nous parler de Dead Don't Die. Tout à fait. Et PJ, tu vas nous parler d'autre chose. Les critiques, c'est parti. Mais c'est de la merde! Alors, Titouan, dis-nous tout. Alors, je vais vous parler de The Dead Don't Die, le film sorti en salle ce mercredi et réalisé par Jim Jarmusch, que PJ apprécie particulièrement. C'est mon cinéaste préféré, pas du tout. Alors ce film met en scène Adam Driver, Bill Murray, Tilda Swinton et Chloe Sevigny, Donald Glover et tant d'autres. Et sur le papier, qui ne voudrait pas d'un crossover Star Wars X Ghostbusters X Narnia? Très bon casting, hein, mais alors du coup, qu'est-ce que ça donne? Alors avec son titre, son affiche et son trailer, The Dead Don't Die peut paraître comme étant un film de zombies comme on a déjà pu voir auparavant, mais pas du tout. Je ne dirais pas que le film est tout public, mais même les gens n'aimant pas forcément les films d'horreur ou les zombies pourront apprécier le film à sa juste valeur. Le film raconte l'histoire de l'agent Cliff, joué par Bill Murray, et l'agent Ronnie, joué par Adam Driver, qui patrouille dans la ville paisible de Centerville. À un moment, intrigué par le fait qu'il fasse toujours jour aux environs de 20h, c'est vraiment le plot, hein. Les deux policiers essayent de se renseigner, mais malheureusement, aucun appareil électronique ne fonctionne. Plus tard, ils découvrent qu'en fait, que suite à la fission des pôles nord et sud, la Terre est sortie de son axe de rotation habituel et s'est inclinée dans l'autre sens. S'ensuit alors des catastrophes naturelles inexpliquées, telles que l'apparition de zombies. Dès les premières minutes du film, d'ailleurs, on se rend compte de la supercherie. Après l'écran noir de l'intro et la musique The Dead Don't Die, le quatrième mur explose après les quelques premières répliques. Alors le script original, malgré quand même un thème qui est plutôt répandu, hein, mais la qualité générale du film, ça ne dit pas si c'est bien ou pas. Alors le style déjà est assez particulier. Alors comme je l'ai dit juste avant, comme j'ai dit juste avant, vous avez pu le voir sur le petit résumé. Le quatrième mur explose dès les premières minutes du film. On est face à un humour absurde,
des références à gogo et beaucoup de clins d'œil, mais tout ça est extrêmement bien maîtrisé. Premièrement, la première chose qui saute aux yeux est que le film est assez vide en soi. Vide au niveau sonore, on a le droit à quelques sons d'ambiance et quelques room tones pour habiller tout ça. En plus super sous-mixé. Au niveau image, sachant que beaucoup de scènes se passent enfermées dans la voiture de police, notamment l'intro et toute la fin du film, et aussi en plus vide en termes de volume de dialogue. Le fait d'avoir un film du coup très épuré permet justement au dialogue de ressortir, mais comme il y en a peu, l'effet est encore plus accentué et chaque mot et chaque phrase utilisée est importante. Le jeu des acteurs est du coup sublimé et on redécouvre un Adam Driver dans un rôle un peu plus comique mais toujours extrêmement sérieux. Que dire de l'image avec une impressionnante maîtrise des plans. Au niveau proportion, on a souvent des plans millimétrés avec des belles symétries et illustrés aussi parfois avec des champs contre champs qui sont plutôt efficaces, surtout quand on est dans des huis clos et souvent dans cette voiture de police qui revient assez souvent tout au long du film. Au niveau sonore, comme je le disais juste au-dessus, l'ambiance générale est assez cheap, ce qui permet de mettre en valeur la musique et les FX. Le comique de répétition avec la musique The Dead Don't Die d'ailleurs fonctionne extrêmement bien, même si c'est plutôt chiant, on va se le dire. Le film est vraiment je l'ai trouvé vraiment excellent dans ce qu'il fait. J'ai trouvé ça drôle. Après, il faut apprécier le style, il faut s'attendre à ce qu'on va voir, il faut vraiment partir sans aucun a priori, mais je pense que ça plaira du coup à un plus grand nombre. Gros coup de cœur, et je conseille vraiment surtout à tous les amateurs tous les animateurs de radio, à tous les amateurs de cinéma, parce qu'il y a énormément de choses à apprendre très bien sur ce film. Très bien, merci beaucoup. Alors je l'ai vu aussi ce film, franchement il y a quelque chose à savoir, ce n'est pas un film de zombies, c'est un film de jarmouche et il faut bien être conscient quand on va le voir parce que ça peut désarçonner. Alors à titre personnel, je suis assez d'accord avec toi, même si je trouve que les personnages, leur écriture m'a désarçonné puisque je sais pas ce qu'ils font en fait. Oui, c'est ça que je trouve moi excellent au contraire en fait. Ils essayent même pas de se battre contre l'invasion, de survivre, ils sont juste là, Enfin, il y a le quatrième mur qui vole en éclat tout le temps, c'est assez rigolo. Est-ce que vous l'avez vu autour du plateau ? Non. Non, mais ça j'ai donne une envie. question, mais sur une échelle par rapport à un Shaun of the Dead. Typiquement pour moi est la référence dans ce genre de film. Ah bah alors du coup par rapport à un Shaun of the Dead, c'est Shaun of the Dead mais sans les zombies si tu veux en fait. D'accord. En fait Et sans dialogue aussi. les zombies sont vraiment un prétexte pour montrer pour montrer en fait comment agissent les personnages. D'accord. Et pour mettre en scène tout le côté comique en fait. Donc j'évite de trop vous spoiler parce qu'en fait il se passe tellement peu de choses dans le film que même voilà, vous avoir révélé l'intro ça vous gâche déjà peut-être 10 minutes du film, donc je peux vraiment pas trop vous en dire. Un film de Quentin Dupieux quand tu décris certains côtés quand même. Dans le côté absurde, dans le style, oui, c'est vrai qu'avec Rubber on avait déjà quelque chose d'assez fort, mais oui c'est plutôt ça, ouais. Et c'est bizarre, c'est assez de l'humour français en fait, je trouve, dans l'absurde. J'avais une question justement, si on n'aime pas spécialement le cinéma de Jim Jarmusch, mais qu'on aime bien les films de zombies, qu'est-ce que ça vaut ? On y va pas. Est-ce qu'on y va ou pas ? C'est clairement pas un film de zombies, hein. Ouais, non, vraiment, pas du tout, non, c'est C'est un prétexte. les zombies sont bien foutus. Alors je mention spoil un petit peu, mais spéciale, on a Iggy Pop, voilà. Bon, de toute façon on l'a vu sur Iggy Pop qui est le premier zombie en fait qui apparaît dans le film et donc les zombies sont vachement drôles en fait. Ils sont juste là pour qu'on se moque d'eux en fait. Ah, okay. C'est clairement le but du truc. Et il y a forcément des passages un peu gore où voilà, il y a des zombies qui vont bouffer des gens, mais c'est vraiment assez éloigné. Tous les passages vraiment gore sont de toute façon hors champ, donc Et ça voilà. fait pas peur. Et ça fait pas peur. Il y a juste un point aussi, c'est un film sur le cinéma aussi peut-être quelque part, et sur les références, enfin il y a des références parfois qui sont bien, d'autres qui sont un peu plus lourdes. Je pense que tu vois à quoi je fais référence avec Adam Driver notamment. Voilà, bah, je pense que tout le monde aura compris. Et son rôle dans une grosse franchise avec un film qui arrive cette fin d'année. Bon, il y a des choses comme ça qui m'ont pas forcément fait toujours rire, mais bon, je comprends l'intérêt que tu as apporté au film, même si je le partage pas entièrement. Et je crois que Petit Geek Bougon sur le chat, non. Il est pas fan de Jarmusch, c'est pour ça. Est-ce que c'est un meilleur film que Super Mario Bros ? C'est un. Bah, oui, non, c'est. y en a
Faut comparer. Est-ce qu'il y en a des meilleurs films que Super Mario Bros? Non, C'est Non, parce qu'en fait, moi dans qui notre pose la podcast, c'est vrai qu'on a quand même question. débattu pendant 1h30 de Super Mario Bros. On a fait un vrai débat là-dessus et sur. Où j'ai joué le rôle d'un fan hardcore qui défendrait ce film. Faut savoir quand même et qu'il a on- fait un commentaire live du film pour un 1er avril. C'est vrai, c'est vrai, Star on a a fait- c'est un rôle de composition, on est d'accord. Complètement. Ah, On avait- d'accord. C'est qu'une fois, effectivement, on avait fait un stream. On avait annoncé avec un pote qu'on allait streamer Super Mario Bros. Sachant qu'on avait dit aux gens que ça prendrait environ 2 heures et personne comprenait comment on pouvait passer 2 heures sur Super Mario Bros. L'original. Bah, le Mais- de raconter le film. Mais les gens sont quand même venus, surtout qu'on avait mis dans le layout clairement l'écran titre de Super Mario Bros NES, ce qui fait que les gens y croyaient. Et au moment où ça a commencé, on a switché sur le lancement du film et en fait on a fait un allez voir commentaire ça. live du film pendant Justement, 1h40. On retourne dans le passé un petit peu là en parlant de Super Mario Bros. Et ça tombe bien parce que je crois que PJ, tu vas nous parler d'un jeu. Exactement. Quel jeu? Et bah alors, figurez-vous que pour émission exceptionnelle, critique exceptionnelle, Léo, si tu peux juste me mettre un peu dans l'ambiance, s'il te plaît, Ah voilà. Voilà. Bon, je vais partir. Bienvenue en l'an de grâce 2001. Eh ouais. Alors, salut les kids. Hein bienvenue donc aujourd'hui. Donc c'est pas effectivement Jean-Pierre Castaldi de à ses débuts à la télé. Non, aujourd'hui on va parler donc d'un jeu qui est sorti, qui est quand même génial. Hein. On va parler flûte, excusez-moi, on va parler du nouveau phénomène de la suite, du phénomène de 98. Je parle bien évidemment de Pokémon Or et Argent, la suite de Pokémon Bleu et Rouge, sorti donc cette semaine, le 6 avril 2001. Il est où? Il est devant toi d'ailleurs. Oh, Sorti le sur jour Nintendo de- 3DS visiblement. Exactement. Le jour d'anniversaire de ma maman, comme c'est beau. en plus. Ah bah, sacré cadeau. C'est ce phénomène de petits monstres à capturer, à échanger entre amis. Alors dis-moi, PJ Castaldi, à quelle sauce vont être mangées nos petites têtes blondes cette fois? Eh ben, très cher Karel Boyer, c'est très simple. C'est le même, mais en 1000 fois mieux. L'histoire se déroule donc 3 ans après les 2 premiers jeux et vous incarnez un garçon du nom de Gold, Julien, Jean ou Jacques dans la version française. Hein, on notera la facétie des traducteurs. Et vous partez à l'aventure donc pour attraper plein de Pokémon, battre des maîtres d'arène, bref. La routine, mais vous partez donc dans une nouvelle région, la région de Johto. Pour vous accompagner, vous avez un nouveau professeur, le professeur Orm, qui vous propose de choisir cette fois entre 3 petites créatures uniques. Donc nous avons le crocodile d'eau Caiminus, nous avons le hérisson de feu Hérissandre et le Germignon. le truc de plante Germignon, on va dire. Hein. Non, parce que bon, hein, le chewing-gum écrasé de plante Germignon. Vous avez aussi un rival du nom de Gobglair. Oui, c'est comme ça que j'avais appelé. Hein. Et qui vous harcèlera donc tout au long du voyage, qui sera beaucoup plus méchant que le Régis de la version précédente. Bref, donc voilà où on en est à peu près pour les prémices du jeu. À partir de là, l'aventure s'ouvre à vous. De ce que tu me dis, il n'y a rien de bien original là jusque-là. Hein. À première vue, non, en effet. Attraper les Pokémon, donc on a dit collecter les badges, déjouer plein de la Team Rocket. Là, on reste en terrain connu. Mais là où réside le génie de ces suites, c'est qu'elles prennent tout ça et qu'elles l'augmentent à 11 sur une échelle de 5. Attention. Déjà, on a 100 nouveaux Pokémon. On n'a pas 10, pas 20, mais 100. Ce qui montre quand même le tout à 251. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. J'espère qu'on. Enfin, c'est. Ils vont s'arrêter là sur. Ouais, sûrement, on est d'accord. Donc ce qui est pas mal. Ensuite, vous avez quand même un gadget vachement important qui s'appelle le Pokématos. Cette fois, exit la carte, exit les objets machin, le Pokématos. Vous avez ce petit gadget vous permet notamment d'écouter la radio, d'appeler des gens, d'avoir la carte, et il me semble qu'il manque un dernier truc, l'heure et la date. Ouais. Voilà, l'heure et la date. C'est quand même Magnifique. ça semble évident, mais mine de rien, dans ce jeu, tout ça, ça permet en fait d'apporter une nouvelle mécanique. Ne serait-ce que l'heure et la date, ça veut dire qu'il y a des cycles jour et nuit qui vont faire en sorte qu'il y ait des Pokémon qui apparaissent le jour, d'autres la nuit. Il y a aussi des événements qui vont être liés au niveau du jour de la semaine où vous êtes. Donc rien que ça offre une nouvelle dynamique de jeu. Ensuite, nous avons donc la radio qui permet donc de changer un peu la musique, parce que bon, si vous avez joué au Pokémon version rouge et bleu, j'imagine que vous avez encore la musique de la bicyclette gravée au fer rouge dans le cerveau. Là, vous allez pouvoir changer ça, on va dire changer un petit peu la saveur de vos voyages à pied ou à vélo. Ensuite, le téléphone permet d'appeler donc différents dresseurs que vous avez déjà rencontrés, qui permettra ainsi de refaire des matchs contre eux, donc gagner de nouveau de l'argent, leveler un petit peu ses Pokémon. Les racketter. Ouais, voilà, gagner de l'argent, hein. C'est des gamins de 10 ans avec des rats. On leur gagne de l'argent, c'est légal tout ça, c'est légal. Donc voilà, et vous avez aussi donc la carte qui vous permet de voir où vous en êtes.
Et du coup, tu me dis que le monde de Pokémon aurait évolué. Bon, dis donc, elle est géniale cette transition. Bien vu, exactement. Et encore, si on est dans les détails de la mécanique, il y a par exemple 2 types de nouveaux Pokémon qui entrent en jeu. Vous avez les aciers et les ténèbres, ce qui déjà complexifie énormément le style de jeu, quand même déjà basé donc sur les attaques de différents types, qui étaient déjà les 2 premières versions. Ajoutez à ça un système de baies aussi et d'objets à porter que les Pokémon peuvent porter donc pendant les combats et donc utiliser dès qu'ils peuvent, en fait, dès que la situation l'incombe. Nous avons aussi des baies et des noix grumes, donc c'est des objets que vous récupérez sur la carte, mais qui vont en fait repousser en fonction des jours. Donc vous avez joué une journée, vous avez ramassé les baies, et bah retournez-y le lendemain, vous en avez des nouvelles. C'est révolutionnaire. N'est-ce pas? C'est dingue, hein. C'est le futur. Ils ont changé tellement de trucs que c'est une série qui va avoir du mal à se renouveler après quand même. Ça va être difficile, je pense. Mais là, ils ont vraiment atteint, à mon avis, un pentacle, hein, genre un truc vraiment très élevé. Bref, vous avez aussi par exemple les Pokémon ont des sexes maintenant. Enfin, des genres, des sexes. Maintenant, ils peuvent se reproduire. Et donc plein de petits Pokémon œufs partout. Et notamment des bébés Pokémon, qui sont la seule façon d'en avoir, par exemple. Donc il y a plein de trucs. Et comme c'est un jeu pour les enfants, évidemment, on voit pas ce qui se passe, je suppose. C'est pas très Malheureusement. intéressant. Malheureusement. Ouais, Bah, t'aurais aimé, toi. Mais écoute, un métamorphe, moi Ouais. franchement je suis très curieux de savoir comment il fait. Donc voilà, donc là, Pourquoi je t'ai lancé sur ce sujet? Je regrette déjà. C'est moche. et donc le monde de Pokémon n'a jamais été aussi original, n'a jamais été aussi vivant et organique. Et encore, il y a plein de nouveautés dont je suis passé à côté, hein. Par exemple, les combats en câble Link sont de retour, le fameux câble Link, c'est quand même ça aussi, c'est pas mal. Les échanges, mais aussi le cadeau mystère qui, grâce au tout nouveau lecteur infrarouge du Game Boy Color, permet De d'avoir la Game Boy Color. Pardon, excusez-moi, j'ai Oula. la fourche à languer. Non, c'était bien. Attention. Du truc qui permet en fait d'avoir des objets pour décorer votre chambre. Donc là, franchement, ça va être super cool. J'espère aussi qu'ils vont garder ça pour les futures versions parce que ça, j'ai adoré. Enfin bref, j'en garde sous le coude. J'ai pas non plus envie de vous spoiler, hein, parce que vous allez voir, il va y avoir encore plein de trucs et je vous assure, la fin va vous étonner. Donc une bonne pioche. On va dire ça, complètement, Monsieur Montiel. Une fille qui ravira donc les fans, comme les néophytes, et qui n'a pas fini de faire hurler dans les cours de récré. Allez, à plus sous le bus les kids. C'est Eh ouais, lame. 2001, hein, 2001. Merci PJ, ça donne envie. Et en plus, N'est-ce pas, hein. Alors, vu qu'on est en 2001, je tiens à vous dire que je vais bientôt lancer mon site web que j'ai fini de travailler qui s'appellera Mario Museum, que je vais sortir dans pas très longtemps. d'accord, très bien. Et donc ce Pokémon Or ou Argent. Je sais plus combien il coûte, pardon, genre il coûte 300 francs, 400 francs. Est-ce que vous y avez joué? Non. Non, d'accord. Mais moi, je n'ai jamais joué à un seul jeu Pokémon. Mais en fait, D'accord. je suis pareil aussi. Alors, je pense que dans quelques années, j'aurai peut-être une petite consultante qui est spécialiste Pokémon qui est à la maison, ça c'est sûr et certain, qui va jouer encore et rejouer et rejouer à tous ces jeux. Et je pense que c'est un univers qui va être sûrement super riche, mais c'est vrai que je suis pas sûr que Nintendo est vraiment très loin avec tout ça. Mais bon. Toi, Alors, moi j'y ai joué, mais j'avais la version or. Ouais. Et j'ai pas trouvé la carte. d'accord. Parce Ah bon qu'en fait, si tu parles pas au PNJ de la première ville, Ah bah oui. il te la donne pas. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, j'ai jamais eu la carte dans le jeu. Non mais au-delà de oui. Donc, Mais sinon, non, très bon jeu, effectivement. Plein de Pomécon. Il y a plusieurs zones à découvrir. C'est vraiment très très sympa. J'ai adoré ce jeu. je crois qu'il y a un endgame qui est assez intéressant. Au-delà de la blague, c'est un jeu qui est quand même assez fondateur Ah oui. pour beaucoup de gens de notre génération, en tout cas je pense, et qui s'est vendu, C'est- qui va se vendre très très bien. Je sais plus si on est dans le futur. Non, là on est revenu dans le On est présent. dans le présent. On est revenu dans le présent. Un des jeux qui, je pense, a fait découvrir la licence à beaucoup de personnes de nos âges et qui s'est vendu très très bien et qui a permis à Nintendo de se faire plein de petits sous parce qu'il a vendu plein de consoles. Rappelle-moi juste quel âge tu as. Secret. J'ai l'âge de la Game Boy. C'est ça. Personnellement, pour avoir, T'es jeune. Je suis un peu plus vieux, c'est pour ça. découvert en fait littéralement le jeu à sa sortie, donc en 2001, après avoir joué à Pokémon Bleu étant gamin, ça c'est pour moi c'était la version ultime de Oui, Pokémon. c'est pareil. C'est- Déjà, il y avait des couleurs. Oui, non, mais il n'y a même pas que ça. C'est que déjà les premières versions de Pokémon avaient été bâclées. Enfin, bâclées, il y avait eu pas mal de problèmes de prog et tout. Là, c'était vraiment des trucs propres. Et surtout, enfin, là, je l'ai pas dit dans la critique, mais mine de rien, on visite Johto, mais après, on revisite Kanto. On revisite la première version. Et surtout, mais le truc de dingue, on se bat contre Red. On se bat contre On le sait bien. personnage du premier. Et ça, c'est un combat ultime. Là, on entend la musique, mais c'est un truc quand t'es gamin. T'as un sentiment d'achievement qui est genre, waouh, je suis plus fort que mon moi antérieur. Et tu le vois qui sort son Pikachu à la fin, t'es là genre, oh. Et c'est Tu t'es senti grandi. un peu, ouais. Ça fait de moi un homme. J'ai eu mon C'est premier poil magnifique. ce jour-là. Ok, très bien. T'en as eu Merci. beaucoup
d'autres depuis. On les voit un petit peu là. Je l'ai bête, ouais, t'as vu, hein. Merci messieurs pour ces critiques, ça va être une amorce parfaite pour notre grand débat, mais avant ça on va s'écouter Game Boy de Will Wake Up and the Starship Troopers. Exactement. De retour sur notre plateau pour enfin débuter notre grand débat sur la première console portable de Nintendo. Et donc c'est bien sûr l'heure du débat. $50 que j'ai raison. Je tiens le pari. On se sent visé. Je monte à $100. Alors, comme je ne voulais pas prononcer le nom de la console, enfin en tout cas son genre, on va évacuer une question tout de suite. Guillaume, le ou la Game Boy, comme ça on n'en parlera plus après. Je vais vous donner la réponse officielle, Oui. telle que j'ai reçue en fait dans un courrier donc, de Nintendo France, puisque donc, j'avais envoyé un petit courrier il y a quelques années à Nintendo France en leur C'est pour posant ça la que t'étais pas question. sûr de toi finalement. Non, la réponse était claire. Vous dites comme vous voulez. Ah, D'accord. Et vous arrêtez de me poser la question. D'accord, très Comme bien. ça, je vais enfin pouvoir dormir tranquille. Très bien. Donc, techniquement parlant, c'est le Game Boy. C'est comme ça que c'est documenté dans le manuel. C'est comme ça, d'ailleurs, si on réfléchit, il y avait une fameuse pub Vous jouez où avec le vôtre. Ouais. Voilà, c'était assez clair. Hein. Bon. J'espère que c'est la Et Game la Boy dont réponse- tu parlais. Ouais. Et la réponse de Nintendo France, mais ils ont bien. Mais cette pub était marrante pour l'époque. D'ailleurs, c'était quand même. Ils jouaient sur un truc assez tendancieux. Bah oui, justement. C'était ça qui était marrant. Mais donc la réponse officielle de Nintendo, c'est il faut dire le Game Boy. C'est voilà, c'est le G masculin et c'est tout. Et d'ailleurs, techniquement parlant, il faudrait dire le NES. Je sais que ça vous fait peur, c'est horrible, mais c'est le Ça, Nintendo c'est en tant que ignoble. système. Là, Voilà. t'ouvres une Je porte. sais, là, j'ouvre la pas porte des envie. enfers, là. C'est pas horrible. envie. Mais c'est le Nintendo GameCube, par contre. Voilà. Donc, s'il y a une page chez Nintendo France, sur le site de Nintendo France, il y a une page qui référence le nom officiel de chaque appareil. C'est très clairement D'accord. documenté. Donc, maintenant, si vous dites la Game Boy, c'est bien indiqué sur le courrier. Vous pouvez normalement aussi le dire parce que maintenant, l'usage aussi a fait en sorte que ça pourrait être la Game Boy. Et moi, pendant des années, je dis la Game Boy. Régulièrement, je dis aussi la Game Boy. Et c'est pas grave si vous dites la Game Boy. Vous n'irez pas en enfer pour ça. Rassuré. En fait, tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Je doute que Mais- qui que ce soit de Nintendo va débarquer en disant, en frappant tout le monde en disant non, c'est Non. le bordel. Alors, pour la petite histoire, quand même, je suis même remonté, j'ai même ouvert mon compte LinkedIn rien que pour essayer de récupérer poser des questions en fait à Evelyse Blanc-Deleuze, qui était la directrice marketing de Nintendo à l'époque, qui est très connue dans le milieu. Et donc je lui ai posé la question, savoir. Vous voulez dire, mais pourquoi. c'est qui ce mec qui va Et faire bien absolument. ça, Mais là, non, alors justement, elle était adorable, parce que c'est quelqu'un d'adorable. Elle avait répondu justement très clairement en disant voilà, je veux pas être pénible. Enfin, moi, je lui ai dit, voilà, je veux pas être pénible. Elle a dit, moi, ça me fait marrer qu'on me pose toujours la question, voilà, clairement. Et elle m'avait expliqué qu'en fait, oui, ils avaient joué sur le côté le Game Boy, et que, parce que pour eux, en plus, c'était plutôt pour un public clairement masculin au départ. Le marché du jeu vidéo restait un marché masculin massivement. Même si, justement, la Game Boy a énormément joué justement, à diversifier ce marché de façon très spectaculaire. Très bien. Donc, on dit ce qu'on veut, c'est. Dites-le, dites-là, et puis c'est pas grave. Il faut dire le. Si on revient aux origines, donc en avril 89 est sortie la Game Boy, maintenant je peux dire ce que je veux. Oui, vas-y. Mais avant ça, Nintendo travaillait déjà sur des choses, des jouets, des jeux portables. Comment ça a commencé? Qui, où, d'où C'était ça avec vient la Game & Watch. Avec la Game & Watch. Est-ce qu'on Les sait Game & Watch, comment ouais. Nintendo appelle ça? Est-ce que c'est le Game & Watch? Au pluriel, il n'y a Je pas vais de leur question. écrire. Je vous propose que ce qu'on veut. Donc, les Game & Watch, ouais, avant, oui. Tu rigoles, mais je crois que j'ai toujours dit un Game & Watch en plus par Et réflexe. donc qu'est-ce que c'est? Ça Bah, ça c'était sort des d'où? jeux C'est électroniques. quand? C'est des petites, Petit voilà, point. des petits jouets électroniques qui permettaient de jouer à un seul jeu D'accord. qui était inscrit dans la console, et donc il y avait de plusieurs sortes. Il y en avait à clapet, il y en avait sans clapet, mais c'était souvent une croix directionnelle avec deux La boutons. croix, déjà de Nintendo. à Et Et l'époque. c'est ouais, celle voilà. qu'ils ont gardée d'ailleurs C'est pour faire le Game Boy. Celle de Yokoi, justement, c'est lui qui l'avait justement designé cette croix. De toute façon, Yokoi a designé en fait toutes les consoles non de salon de Nintendo. Alors, C'est lui qui a Yokoi- fait aussi le Virtual Boy après. Oui, alors c'est justement, il me semble c'est un peu plus. Dernièrement, C'est il y a plus eu complexe que ça, des oui. trucs, Ouais. des nuances justement Tout à sur ce mythe de Yokoi. Et surtout, le Game & Watch, c'est l'ancêtre de la Nintendo DS. Quand tu vois comment il fonctionne avec son système de clapet et de double écran. Alors, clairement. il me semble que c'était justement le premier. Faut pas le lancer sur le pardon. Virtual Boy, je vous le dis tout de suite. Hein. Non, mais le premier Game & Watch à clapet, c'était un Donkey Kong, et c'est celui justement le premier à clapet, c'était le premier aussi, il me semble, avec. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était aussi le premier avec la croix. possible. C'était justement, il y en avait. C'est C'était possible. Vous avez parlé plusieurs fois de Yokoi. Gunpei. Mais Yokoi, ouais. C'est qui?
c'est un monsieur. Un grand monsieur. C'est un grand monsieur. Enfin, de chez c'était, Nintendo, hélas. oui. C'était, oui, c'était un grand monsieur de chez Nintendo. Nintendo. Un accident de voiture. Qui est mort d'une façon vraiment stupide. Bah, Mais avant ça, donc, il était visiblement important, même si son rôle aujourd'hui est peut-être un peu remis en question. Guillaume, est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu, nous dire qu'est-ce qu'il a fait Non, je vais laisser plaisir à Antistar. Très bien, Antistar alors. Bah après, j'ai pas lu forcément la biographie complète de Gunpei Yokoi. Si Florent Gorge était là, il nous raconterait la vie et l'œuvre de Gunpei Yokoi pendant environ 2 heures. Non, c'est effectivement dans l'histoire du Nintendo, donc qui a explosé en tant que constructeur de consoles de jeux et aussi de développeur de jeux vidéo dans les années 80. On parle toujours évidemment de Shigeru Miyamoto en tant que créateur de Mario et de la série Zelda. On parle de Iwata. on parle de Iwata pas à cette époque-là encore. Après, oui, Pas pardon, encore. pardon. Après, On oui. parlait éventuellement pour les comment dire, les mélomanes de Koji Kondo. On parlait aussi de Yamoshi qui était quand même le président historique de Nintendo pendant très longtemps. Et quand on s'intéressait un petit peu plus au développement des consoles, on parlait pas mal de Gunpei Yokoi qui est considéré, en tout cas pendant très longtemps, comme effectivement l'architecte de la Game Boy. Et effectivement, on essayait un petit peu de pousser sous le tapis le fait qu'il était l'homme à l'origine du projet Virtual Boy, qui a été un four complet, et ce qui malheureusement en plus c'est sa dernière œuvre puisqu'il nous a quitté en 1997. En fait, Yokoi c'était un pur génie, inventeur. En fait, c'est un inventeur, mais il avait aussi beaucoup bossé. Il y avait des créations qu'il avait fait, comme genre la Ultra N, qui était une main mécanique qui était pilotée. Voilà. Mais c'était des jouets en fait. C'est un constructeur de jouets. Il est venu dans ce milieu, mais il avait toujours une approche en fait de créateur plutôt orienté gadget, jouets, etc. C'est ce qui lui plaisait finalement. Et c'est vrai que sur le bouquin de Florent Gorge qui est sorti donc le tome 4 tome 3 de l'histoire de Nintendo, donc consacré au Game Boy ou à la Game Boy. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il montre dans le bouquin que Yokoi avait un rôle important, mais que le projet, c'est pas ce qu'il voyait en fait. Dans le projet Game Boy, ce qu'ils avaient mis au départ, c'était quelque chose. Enfin, lui, il voyait plutôt une évolution du Game & Watch comme on l'avait avant, alors que les ingénieurs, il y avait d'autres ingénieurs qui ont travaillé sur le projet qui eux pensaient faire quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Et eux, ils allaient tout de suite plutôt sur une idée de se dire une console avec des jeux interchangeables, avec un écran, pas couleur à l'époque, mais voilà, bon écran, avec de l'autonomie. Lui, n'était pas forcément sur l'idée d'un remplaçant de la Famicom de l'époque. C'était pas son projet. C'est surtout que, en fait, le problème avec les Game & Watch, c'est qu'il y avait une lassitude. En fait, on était obligé de racheter la console pour pouvoir changer de jeu. Et du coup, ils ont trouvé cette solution d'avoir une console avec des jeux interchangeables. Donc, je pense pas qu'ils ont eu tout de suite l'idée de les cartouches étaient déjà utilisées pour les consoles de salon, donc voilà, ils ont récupéré ça. Mais c'est vrai que pour le coup, ils ont récupéré la croix directionnelle, mais par contre l'écran, il y a certaines Game & Watch qui étaient quand même en couleur, et là on était reparti sur un écran quand même en noir et blanc, beaucoup plus dégueu, mais ils étaient beaucoup plus sur le côté pouvoir acheter beaucoup de jeux à côté pour pouvoir justement ne pas se lasser sur la chose. C'est une évolution logique des Game & Watch tout en faisant une sorte de NES portable, c'est ça l'idée? C'est un peu ça. Et en plus, il y a un truc dont Florent Gorge avait parlé assez récemment dans une émission qui était diffusée à la télé d'ailleurs hier, c'est que la Super Nintendo est une console qui a mis un temps fou à arriver, et que la Game Boy en fait était presque, je dis pas un backup de la Super NES, mais voilà, c'était pour temporiser parce que la NES était sur le marché depuis très longtemps, le parc de NES était très très installé, et il fallait absolument que Nintendo soit actif autrement, et la Game Boy est sortie un petit peu en urgence d'une certaine façon. Faut pas oublier un truc, c'est que 89 c'est la Game Boy, c'est aussi la Mega Drive à l'époque. C'est ça. C'est la même époque. Parce que la Mega Drive, elle est sortie avant la Super NES, et effectivement elle était à l'heure entre guillemets. En France, c'était la Super NES a mis 3 ans pratiquement à arriver en Mega Drive, et même moi qui étais Nintendo fan à l'époque. C'est même pas 88 la Mega Drive. C'est possible, au Japon, 88 au Japon et 89 en France. Et PJ, surtout le truc c'est que ils créent un nouveau marché en fait en faisant ça. C'est à la base ils étaient là, donc ils avaient sorti effectivement le Game Boy ou la Game Boy pour temporiser, comme on dit, donc pour la sortie de la Super NES. Mais en faisant ça, sans même le savoir, ils vont créer un nouveau marché qui est celui de la console portable, qui est un truc complètement différent, qui est un marché où là pour le coup on n'est plus sur du jeu, on n'est pas sur du RPG, on n'est pas sur du, normalement de base, on va juste sur un truc un peu casu, parce que où est-ce qu'on joue au Game Boy, on joue aux toilettes. Les toilettes, on joue dans les transports. Surtout qu'en plus, comme la console n'est pas rétroéclairée, tu peux pas forcément y jouer partout. On joue pas la nuit, effectivement, donc c'est très compliqué. Et pourtant,
Ça va connaître un succès de dingue, mais c'est justement à mon avis. Alors, si autant Yokoi n'est pas le créateur même du Game Boy, il en est pour moi. Il y a une question de philosophie derrière, qui est donc sa fameuse philosophie de. C'est toi qui sais, Alexis, la technologie transversale. La pensée latérale de technologie obsolète, je crois. Voilà, un truc comme ça. Où en gros, on prend. C'est pas grave si on fait un truc qui est technologiquement pas de notre époque, mais au moins, on est sûr d'être sur un truc safe. Très Nintendo. Ça, on aura l'occasion d'y revenir, parce qu'ils vont le mettre en place plusieurs. Mais surtout, en fait, faut pas écarter en fait le succès de la Game Boy. Je dis les Game Boy. C'est qu'en fait, son succès, c'est aussi, ils ont eu une idée de génie, c'est de se dire, on va pas mettre un jeu Mario dans la console en bundle, on va mettre Tetris. Et Tetris a fait la Game Boy, tout que la Game Boy a fait Tetris en fait, parce qu'on avait la meilleure version de Tetris. Et moi, je me souviens très bien qu'à l'époque, mes frangines, qui étaient un peu plus âgées que moi, les jeux vidéo, c'était un truc de geek, voilà. Enfin, le terme geek n'existait pas à l'époque, mais c'était l'idée. Et par contre, quand Tetris quand est arrivé, je sais que voilà, ça va. Tetris, ça va. Ça c'est passé. Non, mais le phénomène, Tetris, on entendait parler. C'était à partir du moment où Tetris est sorti sur Game Boy, c'était vraiment le phénomène Tetris. Bien sûr. C'est devenu un vrai phénomène, vraiment. C'est un puzzle game. Les puzzle games sont non genrés, quoi. Il y a un côté beaucoup plus. C'est comme le solitaire sur les PC. Le côté portable avec une console pas très chère en fait en termes d'accès, c'était un loisir qui devenait immédiat et accessible à tout le monde. Complètement. Pardon, je te laisse. Merci beaucoup. Non, moi ça me rappelle surtout le phénomène qu'il y a quand même depuis maintenant quelques années des jeux qui sont sur téléphone mobile, qui sont des jeux justement très accessibles, très rapides, avec beaucoup de petits puzzle games, des Candy Crush et consorts. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, t'as plein de gens qui estiment que ce sont pas des vrais jeux vidéo et tout, alors que finalement Tetris d'une certaine façon faisait presque la même chose à l'époque. On avait cette capacité à avoir son jeu partout où on voulait, du moment qu'on avait de la batterie ou des piles dans la console. C'était des parties très courtes, ça requérait pas tant qu'on cherchait pas à jouer à un niveau complètement fou, une concentration de dingue. Tu faisais des parties voilà juste pour faire un peu de score, t'amuser. Ta fameuse arcade à la maison que Nintendo avait vendue avec la NES, là tu la retrouvais carrément dans une petite boîte que tu trimballais dans ton sac et absolument personne ne s'en offusquait. Je pense que ce qui a surtout fait que la console a marché, on l'a dit juste avant, c'est son prix, parce qu'à côté il y avait quand même la Lynx qui était déjà sortie et qui proposait quand même Game Gear. non. Qui proposait quand même un meilleur écran, des jeux beaucoup mieux faits, mais d'un autre côté, elle coûtait à l'époque pour 2 heures, non, c'est pas ça. Elle coûtait 150 dollars ou euros, alors que la Game Boy en coûtait 80 à peu près. Les jeux coûtaient qu'une trentaine d'euros, et c'est surtout voilà, l'autonomie, c'était 2h30 pour 6 piles pour la Lynx, alors qu'on pouvait avec 3 piles on pouvait jouer, je crois que c'est 6 fois 4 piles pardon, on pouvait jouer 6 fois plus, 6 fois plus. En plus, c'est expliqué pas mal dans le bouquin justement, c'est que au départ c'était 4 piles et en fait ils ont presque pu partir sur 2 piles, et en fait en plus ils mettaient les piles dans la console, enfin avec la console ils filaient un jeu de piles quand même pour que vous puissiez jouer tout de suite. Sympa. Et un jeu. Vrai, mais important. Ça avait un jeu et des piles pour jouer immédiatement quand t'achetais la console. Même, genre, je sais plus si au Japon ils le vendaient Tetris aussi avec la console ou pas. Non, les bundles, non, c'était pas qu'ils étaient en bundle à l'époque. C'était plus tard. Ils étaient pas très bundle au Japon. Par contre, en Europe, voilà, tu achetais ta console avec Tetris et tu savais que là, c'était parti pour des milliers d'heures de jeu, et puis voilà quoi. Donc c'était une réussite, on pourrait qualifier d'insolente, la Game Boy, vis-à-vis de la concurrence en tout cas. Et Nintendo est devenu une sorte d'équivalent. Enfin, quand on joue aux jeux vidéo, les gens qui étaient un peu extérieurs au milieu disaient arrête de jouer. Range ta Nintendo. Range ton Game Boy, range ta Nintendo. Et Nintendo est, grâce à la Game Boy, peut-être devenu même l'équivalent, le synonyme d'entertainment quelque part. Moi, je pense que ça avait déjà commencé un petit peu avant, mais oui, ça a encore plus démocratisé le côté jeu pour tous. Oui, ça clairement. Et ce qui est assez impressionnant, c'est la durée de vie. Généralement, les consoles, elles ont un cycle de vie qui est de 4 à 5 ans. Ouais. La Game Boy, on va parler plus tard des déclinaisons, mais la Game Boy, c'est juste que la production, je crois que c'est pendant 13 ans ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un petit phénomène qui s'est passé au milieu. Ah oui, pour 96 à peu près, je crois. Donc, Qu'est-ce que du coup, ça a dû légèrement jouer. À l'arrivée de Pokémon, évidemment, ça a rebattu encore les cartes. Hein. Et là, Nintendo pouvait se dire tiens. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est qu'en fait, Nintendo, à cette époque-là, avait pensé. Donc, c'est là où, à ce moment-là, ils ont refait des Game Boy plus petites, qui prenaient moins de place, qui consommaient moins de batterie. Ils voulaient enlever le câble Link. Et ils voulaient enlever le câble Link, ouais, tout à fait. Et là, à peu de choses près, s'ils avaient enlevé le câble Link, le succès de Pokémon n'a pas eu le même succès. Alors qu'en plus, le câble Link, c'est vraiment l'élément sur lequel, chez Game Freak, ils voulaient absolument bosser dessus. C'est-à-dire que c'était leur idée depuis le début, c'est on veut
impérativement utiliser cette feature de la Game Boy dans notre jeu. On ne sortira pas notre jeu si on n'utilise Donc pas il n'y aurait Link. peut-être pas eu d'autres Pokémon s'il l'avait enlevé. PJ, je sais que tu as envie de nous parler d'un échec, celui que tu as évoqué tout à l'heure chez Nintendo. Ah, oui. Pourquoi en fait Parce que finalement, si le Virtual Moi, Boy je voyais avait- pas ça comme étant un échec, mais ok. si le Virtual Boy avait fonctionné, est-ce qu'on aurait eu toute une myriade du kyriel de Game Boy derrière? Qu'est-ce qui Non. s'est passé avec le Virtual Boy? Qu'est-ce que c'est déjà en 2 mots rapidement? C'est des jumelles sur un trépied avec une manette, pas très pratique. C'est ça. Et des jeux en rouge Et et des jeux noir. en rouge et noir, exactement. Voilà. Qui font mal aux yeux, c'est surtout ça le c'est la problème. console Jeanne Et Masse. ça, c'est ce que j'allais dire. En plus, t'aurais pu avoir Jeanne Masse en fond, effectivement, sur l'écran de boot, ça aurait été parfait. Ah oui, en fond musical en plus, avec en LED et tout, là je pense qu'on aurait été double migraine. Et ce qui est Ouais, bien, c'est- c'est comme le Virtual Boy n'est pas sorti en France, du coup, on peut pas se poser la question de comment genrer cette machine. Quoique, comme c'est sorti aux US, sur la notice américaine, vu que c'était commercialisé au Canada, faudrait voir ce qui est marqué dessus. J'ai un Virtual Boy Mais US c'est- chez moi, je vais regarder. Mais c'est vrai que suite à ça, qui a été quand même un échec, Un échec faut le dire cuisant. maintenant, oui. ils sont sentis obligés de ressortir quelque chose pour relancer la Qu'est-ce machine. qu'ils ont sorti alors? Et bah, de base, en fait, ils travaillaient sur un autre projet pour faire une console plus puissante qui deviendrait en fait la Game Boy Advance après avoir réussi à miniaturiser toutes ces petites choses. Et du coup, ils ont sorti d'abord la Pocket. Et après la Game Boy Color, il y en a une autre au Japon aussi, mais qui est pas sortie en Europe, je sais plus. La Game Boy Boy Light. c'est ça, la Game Boy Qui a Light. été sacrifié. Mais sur l'autel. ils sont sentis obligés de sortir d'autres versions, donc la Pocket qui était juste en fait la taille de la Color, mais on évite le gros four qu'on avait sur la première Game Boy. Et après ils se sont dit on va quand même mettre la couleur sur les jeux, mais il y a toujours pas de rétroéclairage. Ils ont vraiment fait des toutes petites améliorations pour continuer en fait cette hype et pour relancer un peu la machine. Et après ils ont Il y en a- sorti des jeux en couleur. Il y en a besoin Pour, d'objet fashion aussi, parce que voilà, ils ont joué sur les couleurs, sur la transparence, on a eu plein de Puis il y modèles avait de des Game Boy, gadgets. il y avait des gadgets associés, enfin ils ont fait Oui, il y a alors- tout un écosystème en fait autour de. Rapidement, les gadgets. enfin les gadgets, il y a eu plein de trucs, il y a eu la caméra, il y a même quelque chose Oui, qui permettait de... l'imprimante. Oui, une imprimante. Même au Japon, je crois Une que loupe. peut-être sur la Game Boy Advance, il y a eu quelque chose qui permettait de faire Les readers, un les électro- cartes readers. Non, mais un électrocardiogramme aussi. Ah oui, aussi, ouais. Mais t'avais une machine à coudre aussi avec Voilà, la donc Game Boy. plein de trucs. Oui, oui. Un dernier point avant de faire une petite pause. La Game Boy, c'est aussi une ludothèque. Quand même. Oh ouais. Et Ah, la c'est rétrocompatibilité entre les versions aussi. Si vous ne deviez me citer un ou deux jeux chacun, Titouan. Bah, je pense qu'on peut pas ne pas citer Pokémon et Mario, Zelda. Voilà, ça y est. Ah, il y a un jeu, je dirais. Moi, mon jeu préféré, c'est Super Mario Bros. Deluxe. Donc c'est sur Color pour le coup. Mais voilà, ça c'est le jeu que je citerai avec Pokémon jaune. Antistar. Ça va vraiment pas surprendre les gens, hein, mais moi je vais citer Legend of Zelda Link's Awakening Ah, et je vais insister lourdement la version de 93, la noire et blanc, celle des puristes, parce que Pas la DX. Pas le DX. parce que la version de luxe est une trahison de l'œuvre d'origine sur de nombreux points. Et celle qui va arriver sur Switch. Je sais qu'il va arriver sur Switch. Alors c'est pareil, là aussi j'ai fait un gros article dessus sur mes attentes et ce que je pensais un petit peu, enfin ce que le trailer révélait pour moi. J'étais mitigé sur le tout premier regard que j'ai eu parce que je me suis dit ouais cette DA est étrange et puis quand tu vois cette intro animée tu te dis oh la vache ils vont faire un truc de ouf, ils vont nous faire un jeu en cel shading, un Ouais. remake 3D de Link's Awakening, puis bon tu te dis ouais non c'est vrai c'est Nintendo, c'est des feignants, on avait oublié. Mais après, quand tu vois quand même la disposition de tous les éléments avec les mêmes couleurs que sur la version GBC, tu te dis il y a un gros respect de l'œuvre de base. Quand tu vois le seul dialogue que tu vois qui est celui du hibou, qui est le même qu'à l'origine, tu te dis le texte va peut-être pas être changé. C'est clairement un remake. Moi, la question vraiment que je me pose, c'est surtout ça sera fidèle, ça c'est pas un problème, mais qu'est-ce qu'ils vont rajouter? Qu'est-ce qui Oui, va faire oui. que ce remake aura des... Intéressant, ouais. Voilà, qu'est-ce qu'il y aura comme petite nouveauté? Est-ce qu'il y aura un donjon de plus? Est-ce qu'il y aura une spécificité? Moi, le seul truc qui me chagrine, c'est que la Switch est une console qui a beaucoup plus de boutons que la Game Boy et la Game Boy Color. Et le système absolument génial d'inventaire où tu avais tes deux boutons, où tu associais tes deux objets qui étaient vraiment fabuleux pour un jeu de cette époque, bah, tout ce charme-là, à mon avis, disparaîtra parce que ça sera beaucoup plus facile d'utiliser tes objets dans l'inventaire de Link's Awakening Remake. Sauf s'ils nous font un mode Game Boy à l'ancienne. Justement, les licences Zelda et Mario, ils sortaient un peu des opus différents sur Game Boy. Ouais. Que rapidement, Guillaume, un jeu, si tu devais retenir, regardez un jeu. Alors Link's Awakening forcément. D'accord. Mario Land parce que ça reste un oui. pinacle, voilà. Et je préfère quand même Mario Land à Mario Land 2 pour différentes raisons. Mais alors, tout le monde cite plein de jeux et moi je n'en ai Voilà. cité qu'un, c'est vrai. Ouais. Non, voilà. Et puis, alors, Tetris, T'as non, utilisé ton alors, temps de parole. Voilà. C'est vrai pour un aussi. exclusif, Gargoyle's Quest.
Ah bah voilà. Dragon's Quest, qui était un jeu qui est arrivé sur la sortie française et qui était en fait une sorte de spin-off de Ghouls and Ghosts, et qui était un jeu d'aventure qui était assez dur au début, enfin vraiment qui était très exigeant, mais qui était techniquement parlant, qui a des musiques incroyables pour l'époque. C'est là où on se dit le système de la Game Boy qui avait un son qui sortait du FM dans un petit truc comme ça, enfin c'était assez génial. Et c'était dur, mais c'était génial. Voilà. PJ. Alors moi je vais étonner tout le monde. Mario Picross. Voilà. Génial, Mario Parce que Picross. faut bien rendre à César ce qui appartient à César. C'est quand même sur Game Boy qu'a commencé la fameuse saga des Picross, et notamment grâce à Mario Architect, archéologue. Mario Explorator. Ouais, explorateur effectivement. Donc voilà, c'est mon jeu. Alors certes, j'ai joué en ROM parce que bon, c'est sorti qu'au Japon, mais Il voilà. est sorti en France, le Mario Picross. Ah ouais. C'est le 2 qui n'est sorti qu'au Japon. Ah flûte. Eh ben oui. Il va l'acheter dans la minute, là. J'ai joué sur console. Enfin, tout le monde le sait. Très bien, merci PJ. Alors la Game Boy permet aussi de faire des sons. Ah bah oui. Ah bah ça oui. On va écouter, je pense pas que c'était fait sur Game Boy, mais on va s'écouter Spicy Calamar Incantation de Splatoon 2 version 8 bits par Lumenatan. Nice. De retour sur Hyperlink pour continuer notre grand débat. Donc on a un petit peu parlé de la Game Boy, d'où elle vient, qu'est-ce que c'est, pourquoi ça a fonctionné. Mais c'était pas un one shot, puisque après il y a eu d'autres consoles portables chez Nintendo qui ont très bien marché, et la suivante a été la Game Boy Advance. Antistar, qu'est-ce que c'est la Game Boy Advance? La Game Boy Advance, c'est donc l'évolution directe de la Game Boy et de la Game Boy Color, forcément. La première console Nintendo avec un écran widescreen, vraiment, parce qu'on n'est plus sur un petit écran carré avec une Elle est juste devant toi d'ailleurs. Qui est juste devant moi ici, exactement. Un très bel objet. Pour moi, cette console est absolument parfaite. Elle a juste un défaut, un seul. Elle n'était pas rétroéclairée. Oui. Parce que je trouve qu'en termes de prise en main, c'est la meilleure de tous les modèles de Game Boy qui ont suivi. Meilleure que la SP, meilleure que la Micro. Elle a un port jack que la SP n'avait pas, ça reste une aberration totale. Elle a la rétrocompatibilité intégrale avec les jeux Game Boy et Game Boy Color. Mais elle n'a pas de rétroéclairage. Alors certes, on fait des mods pour améliorer ça, mais pour moi c'était... Évidemment, quand je l'ai eu, j'étais content. Je veux dire, je l'ai eu à Noël 2001, c'était mon cadeau, elle était sortie depuis 6 mois, c'était la grosse évolution. Il y avait Wario Land 4 dessus que j'avais eu, il y avait un Mario Kart, c'est la première fois qu'on avait un Mario Kart portable. C'est vrai, super. Mais moi, j'avais 15 ans à ce moment-là et je voulais jouer dans mon lit la nuit, tu vois, et je pouvais pas. Et c'était le truc, la console quasi parfaite. Ouais, moi j'avais acheté le jour de la sortie et le problème c'était l'écran, enfin c'est la déception quoi. Tout de suite tu fais si t'as pas de lumière, même dans le bon angle, etc. Il y avait un Castlevania qui était sorti en même temps et qui était quasiment jouable parce que la gestion de la lumière était infernale. Dans un jeu sombre comme ça, c'était horrible. Mais on achète une moi, des lumières, c'est bon. Ouais, et si je dis pas de bêtises, en plus, elle avait pas de petites roulettes pour modifier la luminosité. C'est-à-dire, t'avais une seule luminosité et puis point barre. Ouais, ça était au max d'emblée, tu pouvais rien faire. Voilà. Moi après, c'est que la SP m'avait réconcilié par contre. Donc, c'est le modèle qui se clapait. Rétroéclairé. Ouais, qui était rétroéclairé lui. Et ce modèle-là m'avait vraiment réconcilié avec la Game Boy Advance parce que sinon, je trouve que c'était. Techniquement parlant, c'était chouette d'avoir la couleur, mais il s'était pas allé jusqu'au bout du truc, quoi. En termes de chiffres rapidement, parce qu'on a dit que c'était des succès mais on l'a pas quantifié. Là j'ai Game Boy plus Game Boy Color, c'est quand même 120 millions d'unités vendues. Ouais. Si on ajoute l'Advance, c'est 80 millions. Sachant que la console la plus vendue de l'histoire, c'est la PS2 avec 157 millions. Ah ouais. Mais c'est pas le plus gros succès. Puisque derrière arrive la DS, et la DS, elle s'est vendue à, alors attendez, 155 millions d'exemplaires. Pas loin. La DS, qu'est-ce qui explique un succès quand même comme ça, c'est Professeur Kawashima. Ouais, d'accord. Non mais c'est des jeux comme Professeur Kawashima en fait. C'est juste qu'il y a eu une énorme ouverture en fait au care game. C'est ce genre de jeu en fait auquel tu vas jouer de façon pour le coup ultra casual. C'est même pas genre casual. C'est genre juste tous les jours tu reviens. Il y a un côté rétention aussi. C'est un programme d'entraînement, c'est un programme de fitness, un programme de machin. Et c'est des trucs en fait qui sont beaucoup plus grand public. Enfin pour moi c'est ça Nintendo. Enfin ce genre de jeu en fait. Moi Nintendo j'ai joué. C'est ça parce que non mais moi j'ai joué Nintendo a joué. Enfin moi aussi j'ai joué. Ouais. Effectivement Nintendo a quand même tendance pas mal à fonctionner par cycle avec une génération qui révolutionne tout, qui fracasse tout, une qui est entre guillemets un petit peu plus anecdotique et à nouveau une qui explose tout. Je vais pas dire que la GBA était anecdotique parce que c'était un énorme carton, mais quand tu regardes dans la démocratisation du jeu vidéo qu'on a expliqué au début en disant que voilà la Game Boy a popularisé quelque chose qui n'existait pas forcément avant grâce à Tetris, la période GBA finalement elle a pas forcément apporté quelque chose de fondamentalement nouveau, alors que la DS est arrivée dans ce moment où Nintendo a sorti quasi conjointement en l'espace d'un an et demi la DS et la Wii, et c'est ouvert à un public
immensément large que le jeu vidéo n'avait jamais touché. C'est pour ça que la Wii a autant cartonné. Nouvelle façon de jouer, quoi. Voilà, effectivement, c'était vraiment leur slogan de l'époque. C'était voilà la nouvelle façon de jouer qui est incarnée sur la console portable par le dual screen avec le tactile, sur console de salon avec le motion gaming, et on avait effectivement des jeux qui étaient beaucoup plus pensés pour des nouveaux joueurs, sans oublier les joueurs traditionnels qui du coup se retrouvaient tous sur la même console. Et puis en plus c'est la première console portable de Nintendo qui ne requiert pas un foutu câble pour pouvoir jouer en réseau. C'est donc la mort officielle du câble Link après 16 ans de bons et loyaux services. Il était temps. Et voilà, on a vu le succès des DS in Paris. Exactement, t'as Animal Crossing aussi. C'est vrai qu'il y a une vraie évolution. Je suis totalement d'accord avec toi quand tu dis que la Game Boy Advance est plutôt un entre-deux. C'est vrai que la DS apporte vraiment une vraie nouveauté technologique. On n'a plus aussi moi ce que je trouvais le plus horrible, c'était quand même les piles. On est enfin sur une console sur batterie, on a une console avec double écran, on peut toujours jouer aux jeux de Game Boy Advance et pas tous les jeux de Game Boy, il me semble. Aucun, on peut jouer que aux jeux que les et voilà. Mais cela dit, Nintendo a quand même au moins ce truc bien, c'est qu'ils faisaient une rétrocompatibilité sur leur portable avec les générations N-1, ce que faisaient pas tous les constructeurs. Par contre, ils ont arrêté à partir de la DSi, de la DSX, elle en fin de génération de la DS, ils le faisaient plus. C'est que sur la DS et la DS Lite. Bon, il a fallu arriver en 2009-10 pour que ça disparaisse. Est-ce qu'à ce moment-là où on en est là avec la DS, est-ce qu'il n'y a pas, on va dire, des habitudes de consommation de gaming propres au portable et des habitudes de consommation de gaming propres aux consoles de salon avec leurs propres licences qui cartonnent? C'est possible, et en fait c'est vrai que je pense que Nintendo a plus eu de difficultés quand ils ont voulu leur positionner leur machine comme étant des machines de gamers. Et puis surtout Nintendo a quand même eu un défaut, c'est qu'ils ont toujours refusé d'aller sur le côté multimédia, et Sony, la PS2, il y a aussi une des raisons pour lesquelles ils ont cartonné, c'est qu'ils avaient un lecteur DVD qui était pas cher sur le marché, faut pas l'oublier. Moi je connais plein de gens qui n'étaient pas gamers qui se disent je prends une PS2 plutôt que de prendre un lecteur. L'argument du Blu-ray lui il a pas marché par contre. Le Blu-ray ça n'a pas marché parce qu'ils étaient très chers par contre, mais à l'époque la PS2 était vraiment pas chère pour un lecteur DVD. PJ. Alors juste pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur la génération justement la génération entre deux chez Nintendo, c'est vrai que là entre la GameCube, enfin le GameCube bref, et la Game Boy Advance, effectivement c'était une génération un peu entre guillemets de gamers, parce que s'il n'y a pas d'avancée technologique, il n'y a pas de, si ce n'est en fait le côté graphisme, c'est le truc en fait sur lequel Nintendo ne s'est jamais positionné. C'est la seule fois où ils sont positionnés vraiment dessus, et c'est la seule fois où ça les a un peu foirés, parce qu'il me semble que la GameCube aussi c'est la GameCube c'est un foirage total. C'était le plus gros foirage de console de salon jusqu'à la Wii U. C'est ça. Donc, et pourtant au niveau de la ludothèque ça se sent aussi vachement, parce que sur Game Boy Advance mine de rien je compte c'est une même console plus à portage de fou, je compte même plus les JRPG qu'il y a dessus, par exemple les trucs de 40 heures par contre en portable. C'est une super console à JRPG effectivement, parce qu'en fait c'est presque une espèce de SNES portable. Exactement. En fait. C'est-à-dire que t'as eu beaucoup de portages de jeux Super NES. Tous les Final Fantasy, les Hearts of Fire, Breath of Fire. Et ce que je trouve quand même absolument incroyable avec cette console, c'est qu'ils ont réussi à vendre donc 80 millions d'exemplaires d'une console qui a un seul Zelda vraiment inédit et aucun Mario inédit. Enfin aucun vraiment Mario canonique. Il y a Pokémon. Alors il y a toujours Pokémon qui fait tourner la boutique. T'as eu aussi les excellents Golden Sun 1 et 2. T'as eu Advance Wars. T'as eu plein de jeux. Les Fire Emblem. Mais en fait c'est vrai qu'à cette époque-là ils ont réussi à attraper toute une nouvelle avant la DS, tout un nouveau parc de joueurs qui était du coup vachement JRPG et très deep, et ils ont continué sur ça sur la DS. En fait tout ce qu'ils avaient réussi à accumuler sur les consoles précédentes, ils ont toujours proposé une suite, et c'est là-dessus où en fait on n'a jamais pu se sentir trahi sur une console portable chez Nintendo. Ils ont toujours proposé d'aller plus loin et toujours en soi un peu mieux. Donc voilà, sur la DS on avait un double écran, on avait pas mal de jeux en 3D quand même, on avait l'écran tactile. Après ils ont proposé la 3D la 3DS avec la 3D, et il y a toujours eu en fait ce respect un petit peu des licences et des suites. Et il y a un truc sur lequel Nintendo est très particulier aussi, c'est donc c'est pas les seuls à avoir fait des consoles portables évidemment, même si bon c'est objectivement le leader de l'industrie de la console portable depuis 30 ans, mais surtout ils ont fait des licences exclusives aux consoles portables. C'est-à-dire que Sony avec la PSP et la Vita, la Vita un petit peu plus, mais vu qu'elle a foiré on n'a pas trop pu constater ça, mais Sony n'a pas eu des licences. Les licences connues de Sony sont des licences qui sont sur des consoles de salon qu'ils ont transposées sur portable. On a clairement Pokémon est une licence de console portable. Puis quasiment à chaque fois se classe dans les meilleures ventes à chaque fois. Et qui cartonne à chaque fois. Dès que t'as un nouveau Pokémon, t'as 15 millions. Donc, t'as pas de la concurrence. C'est transgénérationnel en plus maintenant aujourd'hui. Les parents jouent avec leurs gamins, avec les enfants. Simplement Pokémon, j'ai un chiffre là, c'est la série de jeux vidéo qui a rapporté le plus d'argent
d'argent, 90 milliards de dollars en comptant tous les produits dérivés et le transmédia. Ouais, mais les jeux de cartes après, le jeu Le de deuxième, cartes, c'est Mario derrière avec 30 milliards, donc c'est 3 fois plus important. Et attention, t'as Pokémon Go aussi, qui a rapporté beaucoup de pognon quand même. Mais juste la concurrence, donc la PSP, jusque-là, Nintendo n'a jamais vraiment connu de concurrence. La PSP, c'est 80 et quelques millions d'unités vendues. Ça a fonctionné, mais est-ce que c'est aussi un centre multimédia autant qu'une console? C'est surtout la meilleure émulateur portable qui ait jamais existé, la PSP quasiment. En fait, la PSP, la console à crack ultime quand même. La PSP et la DS et la 3DS ont connu un cycle de vie qui était un peu concomitant, donc c'est un moment où les consoles portables marchaient super bien. Pourquoi la PSP a fonctionné à ce moment-là? Qu'est-ce qui a permis de... Et que ça a pas empêché la DS. Sony a fait la console pour les adultes, tout simplement. Ils ont tapé sur le même public qu'ils avaient, qui était un public adulte, comme la PlayStation a tapé à la base sur un public plus adulte. Et puis il y avait un effet de nouveauté aussi. Et un effet de nouveauté, bien sûr. Parce que c'est la première fois que Sony fait une console portable. Sony est une valeur sûre. Je veux dire, la PS1 et la PS2 sont des cartons monstrueux, puisque au moment où la PSP sort, je crois que la PS3 n'avait même pas encore été annoncée. Elle sort toute fin 2004 au Japon. Oui, la PS3 a été annoncée en 2005. Et effectivement, à ce moment-là, ça marche bien, surtout que la PSP est puissante. Elle explose complètement ce que Nintendo a proposé. Des beaux T'as un graphismes. vrai bel écran scénographique. Même si c'est un format de merde, ils mettaient les films UMD, ce qui permettait d'avoir ta petite machine qui permettait de regarder les films. Ce qu'il y avait d'abord sur Game Boy Advance avec des cartouches. C'était pour les dessins animés, effectivement. Pour les dessins, il y avait des les Cartoon Network notamment là. Ou les Pokémon aussi. Aussi. Enfin, normal. mais ouais, non, la PSP, c'est pas du tout une surprise qu'elle ait marché. Par contre, ils sont foirés après sur la Vita. Ils ont quand même proposé aussi des jeux qui ont extrêmement bien marché. Peace Walker quand même qui est sorti les deux GTA que sur et PSP. Monster Hunter. Les GTA, Monster Hunter, voilà. Monster Hunter d'ailleurs pareil qui a toujours été maintenant qui est passé après sur DS, je suis pas sûr, mais sur 3DS, qui est passé aussi après chez Nintendo parce que forcément avec l'échec un peu de ce qui s'est passé après chez Sony, c'est vrai que moi je pense qu'ils se sont tirés une balle dans le pied à cause de la PSP Go, qui a tout des maths, c'était tout full des maths, et sachant que déjà c'était très cher, et à cette époque-là le store n'avait rien à voir avec ce qu'on avait aujourd'hui. Aujourd'hui c'est très démocratisé, tout est en cloud, c'est normal. À l'époque, en vrai, le vrai intérêt c'était si t'étais un fan hardcore de la PS1 et que t'avais plus de PS1, t'achetais une PSP Go, t'avais tout le parc des plus gros jeux PS1, mais sinon en vrai t'avais très peu de jeux qui te proposaient, et du coup ça a tué les ventes de chez Sony et Nintendo. Il a fallu attendre 10 toujours ans pour avoir une autre console qui est full comme ça, c'est la Xbox One S et qui ne marche pas du tout, qui est un énorme fail. Voilà. Donc effectivement il y avait une raison. Après ça on a eu les smartphones. Alors les smartphones, ça a permis de développer le gaming, mais en même temps peut-être de manière moins démocratique parce qu'il fallait avoir un téléphone compatible. Est-ce que c'est plus accessible ou moins accessible? Certains jeux demandent une connexion. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce que le premier iPhone a remplacé les consoles portables? Déjà, je pense qu'on peut commencer par Nokia avec le 3310. Et la N-Gage. 3 millions d'unités de N-Gage quand même. 3 millions la N-Gage. C'est énorme. Excusez-moi, ça m'a échappé. 3 millions, sorti en 2003, 3 millions. Après, ce qui serait intéressant de voir, c'est où est-ce que ça a bien marché. Je pense qu'au Japon, ça a dans la Creuse. Alors en fait, effectivement, ça a marché en Asie où le jeu mobile. Ça a marché effectivement surtout en Asie où le jeu mobile, lui, explose depuis bien longtemps. Le gamer asiatique est très 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 jeu mobile et éventuellement PC, mais surtout il y a c'est PC et mobile. Surtout maintenant en Corée et en Chine où c'est des marchés clairement dominants. Mais oui, t'as la N-Gage, à mon avis, elle a dû surtout vendre là-bas. Ouais. C'était d'ailleurs sur la Game Boy Color ou sur la GBA, je me rappelle plus, où il y avait justement un câble de connexion pour les téléphones au Japon, il me semble. Il y avait des trucs. Ils ont dû sortir ça. Mais il me semble que c'était sur la Game Boy Color. Justement, on pouvait obtenir des trucs en plus en se connectant par téléphone. On explique le relatif échec quand même de la 3DS, parce que la 3DS s'est vendue à 75 millions d'exemplaires, donc moins que la PSP. On l'explique notamment en partie par l'arrivée des smartphones. En quoi le smartphone a changé le gaming? Parce qu'en fait, je pense qu'il y a des gens pour lesquels avoir une console c'était un truc qui était bien parce que le téléphone n'avait pas les capacités pour faire du jeu sympa, et à partir du moment où les téléphones ont commencé à faire des jeux vraiment qualitatifs et ou même simplement le jeu pas forcément sans être super qualitatif mais correspond juste aux besoins de l'utilisateur, il va pas s'inquiéter d'acheter un autre appareil en plus sur lui, à penser à charger, à utiliser. C'est pas les mêmes jeux? C'est pas forcément les mêmes jeux. Non, mais c'est la même expérience. C'est ce qu'on disait au début, c'est que c'est tout con, mais c'est vrai que tu prennes une Game Boy pour jouer dans les transports ou pour jouer quand t'as un tout petit peu de temps, là en fait t'as pas besoin d'avoir une console, t'as déjà tout sur ton téléphone. Il y a un point important, c'est que les smartphones, ce qui est arrivé, c'était l'essor du modèle freemium. Donc les gens ont commencé à leur filer un jeu gratos et puis c'est la première dose et après tu payes, mais alors que sur les consoles on achetait le jeu plein pot et puis il était figé dans le temps et on se posait pas de questions. À partir du moment où le modèle freemium est arrivé, les développeurs ont pu prendre un peu plus de risques aussi peut-être, mais sur certaines catégories de jeux, et on voit que c'est un modèle qui économiquement
forcément peut marcher ou peut ne pas marcher selon les cas, mais il correspond à un besoin. Il y a des gens qui préfèrent payer effectivement peut-être 5 € par mois sur leur jeu plutôt que de payer un jeu 70 balles. Et voilà. PJ. C'est arrivé aussi en même temps que le téléchargement pour le coup, parce qu'on va pas chez Micromania pour acheter des jeux pour le téléphone. Alors que effectivement pour les consoles portables, il fallait aussi faire la démarche de ce que maintenant on fait plus maintenant, mais ce qui est pas non plus spécialement dérangeant. Mais là, au bout du doigt, on peut acheter un jeu comme ça, allez hop. Mais surtout que les joueurs sont du genre à se plaindre souvent du dématérialisé qui est trop cher, ils préfèrent avoir des cartouches et tout. Quand ils jouent sur téléphone, au moins ils se posent pas la question. De toute façon, ils auront pas autre chose qu'un super dématérialisé. Tout est très très vite accessible effectivement avec le store et voilà. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé aussi, c'est ce que moi je l'avais vachement ressenti, c'est que progressivement tout a commencé à augmenter au niveau du jeu vidéo, que ce soit console portable ou pas portable. Et du coup, au final, c'est vrai que d'acheter une console plus des jeux comparé à juste acheter ton téléphone, donc concrètement, tout le monde commençait à en avoir besoin à cette époque-là. Si t'avais pas un téléphone et du coup un smartphone. Quand tu dis qu'augmenter, c'était au niveau tarifaire? Au niveau, au niveau des Alors, ce qui est tarifs. assez marrant, c'est qu'en fait, quand tu regardes avec l'inflation, les jeux vidéo coûtent beaucoup moins cher aujourd'hui qu'il y a. Alors, ouais, enfin, pour moi, à l'époque, je préférais quand même, en étant gamin, j'avais plus 30 € que 50 pour acheter mon Pokémon quand même. Après, attention, le débat, j'ai toujours effectivement sorti cet argument des jeux qui coûtaient beaucoup plus cher à l'époque. Par contre, il y a une différence, c'est qu'à l'époque, on achetait un jeu où on se le faisait offrir par nos parents. On achetait moins aussi. On échangeait beaucoup plus. Et on y jouait très longtemps. Aujourd'hui, on achète beaucoup plus souvent des jeux, c'est un budget beaucoup plus élevé, mais surtout aujourd'hui, on n'achète pas que des jeux, on achète des services qui sont à côté, Bien sûr, c'est vrai. qui sont maintenant devenus quasiment indispensables. Tu regardes, tu veux jouer que ce soit sur Xbox, que ce soit sur PlayStation, que ce soit sur Nintendo Switch, tu es maintenant très souvent obligé de payer ton service en ligne, voire peut-être si vraiment tu veux une expérience complète, tu prends aussi l'abonnement Game Pass ou et après, tu prends les DLC qui effectivement là t'alourdissent encore la note. Donc le jeu vidéo était plus cher comme produit de base à l'époque, mais on avait un produit entièrement fini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on te vend quelque chose qui est moins cher, mais par contre qui, si tu veux l'expérience complète, va être beaucoup plus. Et justement, tu as parlé de la Switch. Alors aujourd'hui, en fait, si on regarde, on n'a plus vraiment de consoles qui sont portables. Nintendo a sorti Nintendo Switch qui est une console hybride. Est-ce que c'est une synthèse un peu de son histoire, de Nintendo? Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait imaginer d'avoir une console portable, juste portable, PJ? Juste portable, maintenant que Nintendo a ouvert la boîte de Pandore, ça me semble compliqué en fait. Pourquoi ce terme aussi négatif? Il y a quand même de l'espoir dans la boîte de Pandore, on oublie toujours. On oublie toujours l'espoir. Je veux dire pourquoi, parce qu'en fait, il y a très longtemps, il y avait un jeu qui s'appelait Phantasy Star 2 sur Mega Drive, où effectivement tu vois la boîte de Pandore, il y avait un très méchant. Oui, non, mais là, non. Non, là, on peut peut dire que ça peut être négatif pour le marché de la portable, parce que là, c'est un marché, effectivement, c'est deux marchés qui vont fusionner. C'est deux consoles en une, et donc forcément, moi par exemple, maintenant, clairement, j'ai les réflexes de jeu que j'avais avec une Game Boy. Maintenant, je les ai avec la Switch. Je suis dans le métro, je vais aux toilettes, qu'est-ce que je fais? Je prends ma Switch. Et est-ce que je joue à ma Switch sur le grand écran? Pas plus que ça, en fait. Moi, oui, en fait. Ah ouais? Ah ouais, moi, je joue régulièrement sur grand écran. Quand je peux jouer plutôt sur grand écran, je joue sur grand écran plutôt que sur la. Moi, je joue à la c'est ça qui est intéressant, justement, c'est les usages sont différents. Exactement. La Switch, pour moi, a tenté un pari très fort, c'est de s'adapter à plein de façons de jouer avec exactement le même hardware de base. Moi, je suis un joueur qui, de base, a acheté cette console vraiment en pensant que ça serait ma nouvelle console de salon Nintendo. Je garderais ma 3DS à côté. Et j'ai eu une révélation Day One le premier jour que j'ai joué à Breath of the Wild, c'est-à-dire que j'ai passé, et j'ai pas honte de le dire, 12 heures d'affilée sur Breath of the Wild Day One quand je l'ai eu. C'est normal. Et évidemment, à un moment, j'étais fatigué quand même. Il était temps. Et je me suis dit, ça fait chier parce que j'ai passé pour le gros bourgeois de service, mais j'ai aussi une télé dans ma chambre, et je me suis dit, mais ça me fait chier de déplacer la Switch dans ma chambre. Et là, je me suis dit, déplacer la Switch, mais je peux. Mais oui. Et du coup, je l'ai trimballé. Et là, j'ai pris le dock, je l'ai débranché. Non, voilà. Moi, j'ai acheté un deuxième dock. Je me suis foutu au lit avec la console, et c'est là que je me suis rendu compte qu'en portable, elle était absolument géniale. Et du coup, moi qui prends le train tous les jours, je joue maintenant plus à cette console en mode nomade qu'en mode console de salon. C'est vrai que la console s'est vachement adaptée en fait à ton mode de vie en fait, plus qu'autre chose. Alors c'est vrai que si t'as un mode de vie bourgeois, tu peux avoir plusieurs docks, plusieurs télés, plusieurs PS4, transporter ta console. Ça coûte quand même beaucoup moins cher que d'acheter plusieurs consoles. Bon, un dock quand même. 90 balles. Ça coûte quand même horriblement cher pour un bout de plastoc, je trouve. Il est très cher. Les accessoires de la Switch sont hyper chers. Et sachant que si tu branches autre chose, ta console se brique. Ils l'avaient annoncé, donc là ils ont fait exprès. Ils n'ont pas annoncé. Le pire, c'est ça, c'est qu'ils l'avaient pas annoncé. Il y a des gens qui se sont retrouvés briqués parce qu'ils avaient mis un adaptateur de base, et ça c'était. Et c'est vrai que du coup la console s'est vachement adaptée à nos façons de jouer, mais j'ai un peu le même problème aussi que PJ, je trouve, c'est que la console est tellement bien en portable que tu
tu n'as pas forcément envie d'y jouer sur ta télé. Et du coup, je trouve qu'elle a quand même été plus créée dans un premier temps en tant que console portable plutôt qu'en tant que En fait, il y a un problème, en fait, là, enfin, je pense qu'il y a un souci que vous oubliez aussi, c'est que les consoles de salon, elles avaient un avantage, c'est qu'elles étaient à un endroit fixe. Et quand on a une famille avec des enfants, le problème, c'est comme dans la pub, elle est où la Switch? Je sais pas si vous avez vu cette pub en ce moment. Mais en fait, le problème, c'est que mais quand vous êtes avec des gosses, c'est plus compliqué à gérer, en fait. Ça sera, là, je verrai ça plus tard. Chacun se prend. Non, mais moi, je vois ça avec j'ai 2 enfants, et c'est vrai que des fois, c'est qui a piqué la Switch, et on essaie de. Et moi, j'aimerais bien jouer, et ma gamine l'a piqué, etc. Mais du coup, quand t'as une console de portable en plus, tu te poses moins la question. Alors que là, c'est vrai que le côté hybride, c'est bien parce que tu dis je veux jouer à la console, elle est là, sauf que des fois, elle est même plus là, et ça, c'est un peu compliqué à gérer. Donc, du coup, la conclusion, c'est que entre les smartphones et la Switch, on n'aura probablement plus jamais de console portable. C'est un gros risque. On a vu Nintendo qui, dans son bilan annuel, n'a absolument pas évoqué la 3DS. Il table sur 1 million de ventes de la 3DS d'ici la fin de l'année fiscale 2020. Je suis même pas sûr qu'ils le feront. Le cycle de vie de la 3DS, là, pour le coup, est vraiment terminé. Il n'y aura pas de jeu first party dessus. Cette fois-ci, elle est morte enterrée. Il était temps, elle a 8 ans. Les consoles portables de Nintendo durent toutes longtemps. C'est normal. La DS première du nom avait aussi duré à peu près 8 ans. Game Boy avait commencé ça. Par contre, il y a un truc sur lequel je veux revenir très brièvement que tu avais évoqué. C'est que tu avais dit est-ce que la Switch est en fait la synthèse de tout ce que Nintendo a su faire. Dernier point, alors, Franck Laurent. Moi, je me suis dit déjà pour. Nintendo a donc toujours excellé en tant que constructeur de consoles de salon et portables, même s'il y a eu quelques ratés dans l'ensemble, c'est quand même un immense succès. Et là, ils tentent le pari donc de réunir tout leur savoir-faire dans une console qui arrive à remplir les deux, mais c'est surtout dans la ludothèque qu'il y a que j'ai l'impression qu'il y a aussi une espèce de synthèse. Et l'icône de Nintendo, évidemment, c'est Mario. C'est les jeux aussi qui mettent en scène Mario. Et si tu regardes quels sont les jeux estampillé Mario que tu as sur cette console, qu'est-ce que tu as? Tu as Mario Kart 8 Deluxe qui est le Mario Kart 8 Ultimate avec tous les DLC, clairement, avec quelques personnages supplémentaires. Tu as le Super Smash Bros Ultimate qui est le Smash avec l'intégralité des arènes et tous les personnages. Tu as le Mario Maker Ultime fou qui sort fin juin, qui lui est complètement fumé et dont à mon avis on n'a encore rien vu. Il est déjà téléchargé chez moi. Voilà. Ils te ressortent certains jeux comme du Super Mario Bros U Deluxe qui comme par magie arrive à se vendre par palette parce que bon ils ont eu le nez fin, ils le sortent juste après Noël quand les Switch sont super bien vendus et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec cette foutue console virtuelle que cette console contient, parce que cette console elle peut tout faire. C'est une machine à portage de jeux Wii U. À partir de là tu peux avoir tous les jeux de toutes les consoles Nintendo là-dessus. Eh bien c'est le mot de la fin, merci beaucoup, ça a clos notre grand débat sur la Game Boy finalement jusqu'à la Switch, l'histoire de Nintendo condensée. Et donc maintenant, eh bien, c'est l'heure du quiz musical. Non, carte 64. Ça n'a pas encore commencé. Alors les règles sont simples, nous avons deux équipes, 5 morceaux. 1 point par morceau. Si vous donnez une mauvaise réponse, la main passe à l'équipe adverse. Alors, déjà, comment on s'organise pour définir lequel des deux répond? Vous débrouillez. Donc, on a l'équipe la Game Boy à ma gauche et l'équipe le Game Boy à ma droite. C'est comme ça qu'on s'est placé au début. Le thème du jour est Game ou Boy, mais pas les deux. C'est-à-dire que le titre du morceau ou de l'œuvre contient le mot Game ou Boy, mais il ne s'agit pas de jeu Game Boy. Ah, oh la vache. Et on va commencer avec le premier morceau. Game of Thrones. L'équipe bleue, donc. Je sais pas, il y a Game. En fait, comme je regarde pas la série, je sais pas. Quand même. Je vois que Léo s'excite derrière. Ça ressemble à du Avengers. Ouais, moi, ça dit quoi? Vas-y, dis. Je saurais pas dire. Non, mais pour moi aussi, ça ressemble à Avengers, mais je vois pas trop. Regarde pas le chat. Mais non, pardon, désolé. Endgame. Une réponse 5 secondes. Avengers Endgame. Bravo. Endgame. Ah, mais j'ai pas vu le film. Mais oui, Endgame. C'est le thème d'Avengers. Je regarde pas Game of Thrones. Moi j'étais là, Iron Moi non Boy. plus, j'ai dit, je regarde. Excuse, voilà. Mais c'est le thème d'Avengers, donc c'est la version Endgame. J'étais en train de chercher genre de Iron Boy, Boy America. J'ai jamais vu un seul Avengers. Donc, alors moi, comme je suis un gros teubé, j'étais persuadé que c'était un blind test jeu vidéo, donc tu vois, j'étais non, mais il y a de tout. Il y a de tout. Mais là, pour le coup, le deuxième morceau, c'est un morceau jeu vidéo. C'est parti. C'est un jeu sorti en 2011, il me semble. C'est un jeu indé qui a lancé la vague indé avec Boy. Bah oui, mais moi je suis un mec poli qui lève la main avant de répondre. Donc voilà. Je pense qu'on l'avait ici avant. Vous l'aviez. Tu
donne le point à l'équipe adverse. Je sais pas, c'est. Non, on le garde. Ah, ok, vas-y, on regarde. Je vais donner un point. Donc, ça sert à rien de lever la main, faut s'imposer. crier. Oui, Ok, faut s'imposer. d'accord. Ah ouais, En toute honnêteté, j'ai juste dit Meat Boy. Ouais, oui, mais Et il s'agit pas de Meat Boy, le nom du jeu c'est Super quoi Meat Boy. Voilà, un Super point pour Meat l'équipe Boy. rouge, un partout. Le troisième morceau c'est plus du jeu vidéo, c'est parti. Ça me dit quelque chose. C'est une série télé. Ah, mais c'est pas. Non. Ça, vu la musique, c'est quelque chose que je ne regarde pas. Une série télé. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il va falloir une réponse là. Enfin, faut qu'on trouve une série TV qui a soit Game ou Boy dans le titre. C'est ça, donc, on n'a pas 150 milliards. Non. Quelqu'un se lance? Ce qui est bien, c'est qu'on peut dire n'importe quoi. Game of Thrones. Exactement. C'est incroyable, personne n'a Tu sais que osé. j'allais dire Fort Boyard parce que Boy de. Ah, pas mal. J'aurais pu. Non, c'est la musique Light of the Seven qui est le dernier épisode de la saison 6 et qui dure une dizaine de minutes. Il fallait que je trouve quelque chose qui soit pas le thème principal ou. C'est bien, Ou on a- les Voilà. plus de Castamer. Donc, On a un plateau qui ne regarde ni Game of Thrones ni Avengers. Je pense On est qu'on bien, est bien on est bien. pour la suite. Donc il y a 2-1 pour l'équipe bleue et c'est parti pour le troisième morceau. On revient côté jeux vidéo pour ce troisième morceau. Quatrième. Oula. C'est un jeu qui est sorti l'année dernière, il me semble. C'est un remake Boy and His Blob. C'est pas ça. fait par un studio français. Ah, J'ai- c'est Allez, dis-le, comme ça il y aura match nul et il y aura le cinquième point sera. Wonder Boy. Exactement, c'est sûr. GG. Wonder Boy. Je prends The Dragon's Trap, c'est The Last Dungeon qui est donc du coup la chanson est aussi remasterisée puisque dans le jeu de base elle y était, elle était remasterisée. Sympa d'ailleurs. Ça s'entend que c'est pas une musique d'époque. Hein. Ouais. Et enfin notre. Attends, il y a 2-2 hein, donc Il y a là, 2-2, c'est très attention, important. attention. C'est très très important le Là, cinquième faut crier. morceau. Tendu. C'est parti. Ah, je l'ai. Ah, c'est. Putain, Allez-y, le premier qui me le dit, le premier qui me le dit. C'est The Game of Life de Daft Punk. Exactement. Allez. Mais c'est ni une série, un jeu vidéo. Et alors, j'ai jamais dit que c'était une série dans un jeu vidéo. Et bravo Antistar, donc le point gagnant, Voilà. 3-2. Tu m'as L'équipe- défoncé mon Google interne. La Game Boy a gagné, donc on est obligé de dire la Game Boy. Ah, maintenant. la Game On Boy. dit la Game Boy Forever. maintenant, Ah, c'est bon. exactement. Désolé, Elle a C'est gagné gravé dans la pour Rome un aussi. 3-2, bravo. C'est la fin de notre quiz musical. C'est Game Over. donc l'heure des recommandations Antistar. Alors moi je reviens du Stunfest où j'ai testé quelques petits jeux indés. Il y en a un qui m'a beaucoup plu, c'était un petit coup de cœur. Alors j'ai ramené le badge parce qu'à chaque fois j'oubliais le titre. Je sais pas si la caméra on va pouvoir le voir dessus. Ce jeu s'appelle Skybird Zack. C'est un petit jeu donc indépendant développé évidemment par des Français qui bossent dessus depuis à peu près 2 ans. C'est un jeu qui pour l'instant n'est que sur PC et Nintendo Switch. Peut-être qu'il arrivera sur d'autres supports après. C'est une espèce de platformer jeu de rythme en fait où on incarne un personnage qui dash et on appuie en fait sur les boutons qui apparaissent à l'écran pour effectuer tout un tas d'actions, enchaîner des combos et meilleurs sont les combos de QTE qu'on fait au niveau du rythme à tenir. Plus élevés sont les niveaux qu'on atteint en fait dans l'espèce de map à embranchement que le jeu contient et on arrive à des niveaux de plus en plus compliqués. Évidemment on a un score de plus en plus fou et c'est très chouette, c'est très dynamique, c'est très énergique et le tout est sur une bande son électro qui tabasse et j'ai beaucoup aimé. C'est mon petit coup de cœur du moment. Très bien, merci Guillaume. Ouais, j'ai rien en ce moment. Moi, je suis. Comme je disais juste avant, en fait, j'ai juste repris Breath of the Wild, donc c'est un peu. Tu peux très bien recommander Breath of the C'est une Wild. recommandation, mais elle est tellement classique. Non, en fait, j'ai quand même recommandé un vieux jeu qui est sorti il y a 2-3 ans, mais dont je suis toujours aussi fan. C'est Breath of the Wild qui s'appelle Fury. Ah, Voilà, donc c'est un classique qui a été développé par des Français et qui a une bande son qui est extraordinaire. Oui, j'écoutais cette bande son quand je suis arrivé ici tout à l'heure. Ouais, bah, J'écoutais ça m'étonne Toxic pas. Avenger. Ça m'étonne pas. Toxic Avenger, en Magique. plus, je crois, écoute Plombier Champignon, t'imagines? Incroyable. Et c'est vrai, en plus, il a réagi il y a pas longtemps. Et donc, voilà, donc Fury, ça reste quand même un grand jeu qui était, voilà, sur lequel j'ai beaucoup perdu de temps. Et pas perdu d'ailleurs, c'était une belle expérience. Et si vous aimez les jeux genre Boss Game, ça reste quand même un jeu à faire, quoi qu'il arrive.
Très bien, merci. PJ. Alors moi j'aime beaucoup les super-héros et il se trouve que là dernièrement j'ai repris une série, la deuxième saison de The Tick sur Amazon qui est sortie, et la première saison m'avait complètement conquis. C'est HeroCorp, c'est ce qu'aurait dû être HeroCorp s'il y avait eu du budget et de la bonne écriture, et c'est à mourir de rire. La saison 2 est encore meilleure que la saison 1, donc franchement je vous conseille, si vous avez un compte Amazon Prime ou ou autre chose, ou si des amis ont un compte Amazon Prime, foncez, c'est de la super bonne. Très bien, merci. Titouan. Alors moi je vous conseille Gutterballs, qui est un film d'horreur bien crado, bien dégueulasse, qui se passe dans un bowling. Donc voilà, toute l'action se passe dans un bowling et tout le monde meurt dans d'atroces. Est-ce qu'il y a des vrais zombies cette fois? Il n'y a pas de zombies, non, c'est juste un slasher en fait, un seul meurtrier qui s'amuse à tuer tout le monde. Une boule de bowling zombie. Voilà, je pas du tout. Ah, flûte. Je vous conseille ce film si vous êtes amateur de cinéma d'horreur. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, j'ai regardé sur le chat, j'étais très intéressé par vos recos, mais je suis allé voir notre chat et je dois dire qu'ils étaient peut-être meilleurs que vous sur le quiz musical. Ouais. Eh bien, écoutez. Toi, t'as pas une reco, Alexis? J'étais en train de clore l'émission. Pardon, mais, excusez-moi. Pardon. Vous pouvez reprendre World of Warcraft si vous n'avez pas aimé Battle for Azeroth, parce qu'il y a le patch 8.2 qui arrive et qui donne un peu tout ce que les joueurs attendaient. Donc reprenez un abonnement, jouez, montez vos réputes et puis montez vos alts un petit peu pour savoir comment ça marche. Et puis peut-être que le patch 8.2 réussira à vous réconcilier avec le jeu. Voilà, comme le dit l'expression consacrée. Ça marche pas. C'est la fin des choux. C'est pas ça. Écoutez, messieurs, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut vous retrouver, Guillaume? Sur le plombier-champignon.fr, je crois. .com, ça fatigue, je sais plus. Tu as un blog aussi, il me semble. J'ai un blog, blog.jet.net. Alors je parle surtout d'actualité Apple. Je donne des petites astuces pour l'utilisateur de Mac, iPhone, etc. Et puis sur Twitter, GGET, GGETE, voilà. Vous me reconnaîtrez avec ma tronche de Mario. Très bien. Antistar. Antistar, j'y vais sur Twitter, qui est le seul réseau social que j'utilise parce que c'est le seul qui me saoule pas. Antistar.fr, donc pour mon site web. Mon Twitch Antistar qui servira peut-être un jour. J'ai quelques petits projets dessus quand même à venir. Et évidemment régulièrement sur jeuxvideo.com et notamment sur la JVTV avec l'émission Nintendo Fan que je co-anime avec Ken Bogard. Très bien, merci beaucoup à tous. Merci sur Twitch. Je vous ai lu même si j'ai pas toujours pu prendre vos réactions. Merci à nos réalisateurs, merci à nos chroniqueurs. Et c'est la fin de ce numéro 96 d'Hyperlink. La semaine prochaine, Titouan, tu seras de nouveau là pour parler de quoi? Pour parler de Rage 2 Non, des comédiens de doublage. Pour une émission sur les comédiens de doublage. Merci, tout à fait. Merci beaucoup. Jouez bien et à très vite. Salut. Merci, ciao. Salut. Ciao, ciao. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.